Bonjour, bienvenue à Fait d'hiver, la meilleure podcast au Québec. Je suis très content d'être ici. Je suis avec quelqu'un que je connais, ça fait longtemps, mais qui m'a, je savais qu'on allait avoir une bonne discussion un jour, qu'elle allait être enregistrée, mais je savais pas dans quel contexte. Puis là, il sort ce magnifique livre que je fais de la publicité au début. C'est avec nul autre que fucking Jowster, man. Ça va, bro? Ça va, toi? Yeah, man. Jowster, c'est un auteur, c'est un photographe qui est allé à travers legit. On va voir combien de pays, là, c'est à voir, puis qui a documenté tout ça dans un fucking livre que j'ai ici pour vous qui s'appelle Travailleur. Je suis pas une bonne publicitaire. Puis maintenant, je gère la console, tout le monde. Fait que voici Travailleur. Allez vous le procurer dans un libraire québécois, ok? Ça, c'est la publicité. Libraire indépendant, préférablement. Libraire indépendant, préférablement. Fait que, ça va bien? Ça va bien, toi? Yeah. J'étais en down d'être ici, pour vrai. Comme je trouve, on s'est tellement croisés à tellement d'endroits, mais on n'a jamais eu une conversation intelligente. Juste même pas intelligente, juste une conversation. Tu sais, je pense que pour un souvenir de toi, c'était à 420, première année de la légalisation. Ouais. Le Mont-Royal. T'es en train de blog, je pense, avec Lucas. Ouais. Zach Martel était là, Zach Joel était là. De vlog, ouais. Ouais. Puis après, on s'est recroisés justement chez Zach. Partout. Sinon, on s'est recroisés, c'était un petit peu psychédélique, là, que je peux dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'était, ouais, mais on est tout le temps arrivé sur le bord d'avoir des bonnes discussions interrompues parce qu'on est dans un contexte genre de nightlife montréalais, genre. Mais je suis fucking content qu'on fasse cette entrevue. J'ai tout le temps eu beaucoup de respect pour toi parce qu'il y a tout le temps un mystère autour de toi sur c'est qui Jowster, qu'est-ce qu'il fait Jowster, puis là tu m'as hit, yo bro, je sors un fucking livre, c'est une documentation de tous ces travailleurs à travers le monde, puis c'est fou parce qu'on parle souvent de comment expresser l'art maintenant, puis comment trouver des façons de juste montrer son art, puis la photographie, ça échappe pas du tout à ça. Pourquoi le livre, pourquoi les photos imprimées en gros de même, c'était quoi ça pour toi? Mais le livre, il est parti juste comme, à force de voyager autant, je suis comme tombé en amour en Asie un jour, puis j'y retournais souvent, je faisais plein de voyages, j'ai fait des voyages de 10 mois, traversé tout le Moyen-Orient puis tout. Puis naturellement, je faisais juste prendre des portraits de travailleurs. Des hommes dans la rue, qui travaillent dans la rue, des jobs qui sont vraiment difficiles. J'aimais comme quand ils étaient sales, j'aimais quand ils étaient courbés, quand ils avaient l'air un peu malheureux, tu sais, vraiment comme edgy comme photo. Puis j'en ai juste pris tellement qu'à un moment donné, je me suis réveillé. J'étais au Liban, puis je suis comme, wow, attends, j'ai une série qui est en train de se former naturellement. C'est incroyable. J'avais zéro planifié un livre, zéro planifié rien. Donc là, à partir de ce moment-là, là, j'ai découvert que j'avais une série. Je l'ai partagée comme à 3 amis. Puis ils m'ont dit, yo, c'est une sick idée. Je suis comme, pour le vrai, c'est juste des travailleurs, c'est banal. Puis à partir de ce moment-là, je suis comme parti sur une quête de photographier un peu plus sérieusement les travailleurs. Puis essayer de trouver des travailleurs que comme on pense pas vraiment que ces métiers-là existent dans des pays qui sont un peu plus difficiles, ou sous-développés ou en voie de développement. Puis il y a Infopresse, chaque année, font les prix Luxe qui récompensent les 100 meilleures images du Québec chaque année. Puis je pense que c'était en 2018, j'ai gagné 4 des 100 meilleures images avec 4 des portraits là-dedans. Puis c'était pas encore un livre, c'est même pas une idée. Puis après avoir gagné ces prix-là, je l'ai pitché à mon éditeur que j'avais déjà un contact. Puis ça a juste des... Ouais. Puis c'est fou parce que moi, je vis dans comme l'espèce de milieu web. C'est comment que tu passes de un photographe, whatever, qui soumet pour gagner, genre, meilleure image du Québec à quelqu'un qui poste ses portraits sur Instagram, genre. Mais c'est ça qui est fou. Moi, je suis tellement fier de ce livre-là parce que, tu sais, je suis la génération Instagram, tout comme toi. Faire un livre, c'est exactement l'opposé d'un post Instagram. Tu sais, post Instagram, c'est gratuit. Tu cliques sur un bouton sur ton téléphone. Ouais, c'est ça. Puis tu reaches tout le monde. Versus là, tu sais, le processus, tu sais, ça a pris 5 ans à faire ça. Wow. C'est juste, c'est une profondeur que j'avais jamais explorée avant. Juste, il faut que tu prennes du recul, avoir du storytelling, le financement, la distribution, l'angle, tout ça. Tu sais, c'est vraiment plus complexe. Puis depuis ce jour-là, depuis que on a monté le livre, j'ai tellement de respect pour tous les gens qui œuvrent dans la culture, que ce soit comme des films, que ce soit des documentaires, que ce soit X ou whatever. Puis, comme du respect pour les longs projets. Puis, est-ce que, genre, ta fascination sur les travailleurs, genre, c'est tout le temps les gens que tu photographies, j'ai vu beaucoup de tes photos à travers le temps. C'est quoi la différence pour toi entre photographier juste du monde puis photographier genre un landscape ou whatever, genre? Mais je trouve comme avant je faisais juste des landscapes, puis je suis super content des landscapes que j'ai pris en photo, j'adore faire des photos de landscape, mais comme il manque vraiment comme c'est grave mais l'aspect humain, tu sais, il manque une histoire, il manque une profondeur, tu sais, c'est magnifique une belle montagne, c'est magnifique la belle architecture. Mais si tu peux faire une belle photo en plus d'avoir une histoire humaine dedans puis d'avoir un humain, tu sais, c'est pas facile de capturer des humains, tu sais,
C'est comment ce vibe-là? Parce que là, OK, pour les gens, là, vous allez vous procurer le livre. OK, encore une publicité, bro. Tu sais pas à quel point... Les compagnies savent pas à quel point je suis bon pour faire des publicités, OK? Allez vous procurer ce livre, mais c'est comme des immenses portraits de gens. Puis moi, je suis vraiment dans le social des choses. C'est comment l'interaction, tu sais, dans ces pays, bro. Tu dis, t'as fait toute l'Asie. Mettons, t'es au fucking Cambodge, bro. T'es en Chine, t'es en Corée du Nord, bro. Comment... C'est quoi ces discussions-là avec le monde pour prendre une photo d'eux, genre? Je dirais que 99% des personnes dans le livre parlent pas anglais ni français. Oh my God. Donc, chaque place que je vais normalement, comme quand j'arrive, je m'apprends un petit lexique de 20 mots. Puis j'apprends avec le temps des mots qui marchent bien, tu sais. De pas seulement apprendre merci, mais merci beaucoup, tu sais. De faire le petit step extra pour montrer that you really care about the people that you're talking about. Puis, donc, j'ai juste développé ce petit lexique que... Aujourd'hui, je m'en souviens fuck all de c'est trop c'est trop comme l'arabe, le kurde, le hindi, etc. Oh my God. Donc, juste de comme dire, je vous trouve vraiment beau, puis je prends un portrait de vous, puis juste de montrer la sincérité. Puis c'est vraiment comme avec pas le langage des signes, mais montrer comme j'ai une caméra, comme un grand sourire, montrer que t'es fasciné, montrer que t'es là pour les bonnes raisons. C'est calme, mais comme demander à quelqu'un de prendre son portrait dans la rue, c'est un peu comme une date, demander à une fille d'aller sur une date. Tu sais, je pense si tu le fais de la bonne manière, ça vient d'une bonne place, c'est sincère, tu sais, why not? Ouais. Fait que là, toi, t'as go around the world pis t'as demandé à des hommes qui travaillent, genre, yo, on peut-tu aller dans une date ensemble prendre un café, genre? Non, en fait, je faisais juste me promener dans la rue. Puis... Je te crois. Mais est-ce que, c'est quoi mettons, il y a beaucoup de gens là-dedans, c'est quoi l'interaction sociale, mettons, la plus drôle, mettons, que t'as eu à faire ces portraits-là? Il y a comme une limite, genre, cette ligne entre drôle pis fucked up, mais... Okay. Le fossoyeur, pour ceux qui savent pas, un fossoyeur, c'est quelqu'un qui creuse les fosses pour les cadavres. Oh my God. Puis j'ai passé comme 2 journées avec eux autres. Puis j'ai creusé la fosse. Je l'ai aidé à creuser la fosse. Puis pour la mère d'un handicapé qui venait de mourir. Wow, c'était où ça? En Arménie. Wow. Dans un mini-village. Puis comme, c'était vraiment une folle histoire, pour vrai, parce que c'est vraiment weird comment la vie fait les choses. Je lis jamais de fiction, je lis juste la non-fiction. La seule fois que je lis une fiction, ça s'appelle The Graveyard. OK. Puis là, la personne chez qui je faisais du couchsurfing, donc la personne chez qui je restais avant, elle vivait dans un cimetière. Puis là, la place que je restais là, vivait on the edge d'un cimetière. Puis là, à un moment donné, c'est full brumeux, tous les villageois retournent dans leur maison, mais il y a juste ces dudes-là qui sont en train, le sculpteur de pierre tombale qui est dans le livre et le fossoyeur qui sont en train de dig dans le brouillard comme une scène d'un film d'horreur. C'est vraiment comme grudgy. Puis je vais juste les approcher, puis avec le peu d'Arméniens que je connaissais, je suis comme, yo, c'est insane ce que vous faites. Est-ce que je peux juste chiller? Est-ce que je peux vous aider? Tu sais, comme quand t'es dans la rue, tu te donnes à la rue, tu t'appartiens à la rue. Donc, il voulait pas. Il était comme, ah, non, c'est chill, pas besoin d'aide. Puis là, à la fin de la journée, juste commencer à dig une fosse pour un cadavre. Puis après, comme je suis allé souper chez eux, le lendemain matin, on a continué, on a recommencé. Puis à la fin, comme on a resoupé le lendemain, puis j'ai blackout. Comment t'as blackout? J'ai blackout sur l'alcool. Parce qu'ils ont ils ont de l'alcool artisanal. Ah, donc, ils font eux-mêmes, genre? Ouais, pis tu sais, c'est l'ex-Union soviétique. Ouais. Donc, tu sais, c'est très vodka, c'est très go. Pis tu sais... C'est du fort, genre. C'est ça, c'est du fort. Pis pendant que tu manges un repas, tu sais, c'est comme... À chaque 5 minutes, c'est comme... OK, mais comme, mettons, comment tu t'es retrouvé en Arménie à la base, genre? Je me suis dit, j'avais lu des livres sur la globalisation par l'ancien chef du Fonds monétaire international, je pense Joseph Stiglitz, qui disait comme les dynamiques sociopolitiques de pouvoir mondialement. J'ai réalisé que, man, toutes les populations du Moyen-Orient, personne parle à leur place dans le sens où ils ont tellement une mauvaise réputation, ils sont victimes d'actions d'une infime minorité que sont les terroristes. J'ai le goût d'aller là-bas, puis de montrer la beauté de la région. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Donc, je me suis acheté un billet pour le Liban. Puis là, c'est comme littéralement tout traverser le Moyen-Orient avec des petits détours on the way, dont l'Arménie. OK, t'as commencé par le Liban. Ouais. Puis moi, c'est là que t'avais fait quand même beaucoup de travail là-bas. C'est-tu au même moment au Liban qu'il y avait la guerre civile là-bas puis que t'étais là-bas? Si non, ça, la première fois, c'était en 2016. Puis là, je suis retourné quand la révolution a éclaté en 2019. Puis quand l'explosion est arrivée l'été passé. C'est fucked up. OK, fait qu'on va essayer d'y aller chronologiquement. Là. Ouais. Fait que la première fois, tu vas juste au Liban parce que tu décides que tu as cet éveil-là de documenter le Moyen-Orient. Ouais, le monde musulman. Le monde musulman, OK. Fait que, OK, ça, c'est fucked up. Tu as déjà cette orientation-là avec... Est-ce que ça part... De où est-ce qu'elle part cette ouverture chez toi, genre? Pour vrai,
L'ouverture, je sais pas. Je sais que... Peut-être, je sais pas, mes parents de constamment montrer tellement de choses différentes dans la vie. De moi avoir fait un solo trip, un peu comme tu avais fait au Maroc, avec les boys. Tu sais, juste d'aller à l'encontre de toutes ces cultures-là. Puis là, tu t'ouvres. Ariane Moffat avait déjà dit l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, qui est comme ma quote préférée. C'est une bonne quote. Puis, tu sais, juste de comprendre. En fait, j'ai ta réponse. Cours de philo, cégep. Let's go. 3e année, parce que j'avais coulé plein de cours. J'ai découvert la phrase de Protagoras, qui est né 500 ans avant Jésus-Christ, qui dit « L'homme est la mesure de toute chose ». Et je suis comme « Oh, attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là? » Puis j'ai juste dig. Puis c'est en gros, c'est que chaque personne a sa perspective. Quelqu'un qui vient du Maroc, il va avoir froid à 15 degrés. Nous, live, on a vraiment chaud à 15 degrés. T'sais? Puis tout comme... tu trouves quelque chose salé parce que tu trouves quelque chose sucré. T'sais, tout est vraiment en relation avec tout. Ces perspectives, c'est la clé. Ouais, c'est exact. Ça. Donc, une fois que tu comprends que chaque personne a sa propre perspective, c'est là que tu peux être ouvert. Puis comme, OK, moi, personnellement, j'ai de l'empathie pour tous les humains, pour les talibans, jusqu'au premier ministre, jusqu'à telle personne. J'arrive pas à haïr quelqu'un, j'arrive pas à être fâché contre quelqu'un, parce que j'essaie le temps de me mettre à sa perspective, puis de comprendre pourquoi lui pense comme ça. Parce que les talibans ont des raisons légitimes de penser comme qu'ils pensent. Et donc, juste de réaliser que le monde, c'est des perspectives, puis qu'on a la nôtre, on peut essayer de s'en détacher pour s'ouvrir, puis... Puis que ces conflits-là, souvent, qu'on va mettre à du monde, c'est les résultats de guerres ou de moves d'argent qui sont beaucoup plus gros que les gens qui sont, genre, justement, les instruments de ça. C'est ça l'affaire. C'est dépasser eux. Fait qu'eux, on peut pas les juger nécessairement sur qu'est-ce qu'ils pensent quand c'est, genre, à des proportions beyond them. Exact. Genre. Puis surtout, au Moyen-Orient, je trouve, c'est tellement une majorité silencieuse. Comme juste les deux mots ensemble, majorité silencieuse. Tu sais, c'est fou qu'une majorité est silencieuse. C'est fucked up, ça. C'est un concept qui est fou avec l'Internet. Tu sais, c'est exactement l'opposé de la démocratie. Puis juste de réaliser que, comme, notre opinion du Moyen-Orient et du monde musulman, c'est basé sur les actions de tellement peu de personnes et de certains pays. Tu sais, on pense que, comme, les femmes peuvent pas conduire tout au Moyen-Orient. Tu sais, c'est l'Arabie Saoudite. Tu sais, il y a tellement de pays au Moyen-Orient. T'as la Jordanie, t'as Oman, t'as le Qatar, t'as le Yémen, tu sais. C'est juste, donc, décortiquer tout ça. Puis moi, je suis allé pour, comme, voir avec mes yeux. Mais c'est fou, parce que c'est ça qu'on donne le plus. Tu sais, souvent, on va dire, les gens vont aller rapidement puis dire le monde sont racistes. Moi, j'ai souvent la conviction profonde que le monde sont ignorants, genre. Le voilà. monde savent juste pas, genre. Fait que, comme, tu peux pas nécessairement être mad contre quelqu'un qui sait pas. Fait que toi, tu vas direct à la recherche de ça. Puis il y avait nécessairement un travail de documentation. C'était tout le temps à travers une vision de photographie que tu as voulu faire ça? Ouais. Ben, ce gros voyage-là, il est parti du simple fait que je me suis fait refuser mes échanges. J'ai fait un bac en médias numériques. OK. Donc, c'est l'impact d'Internet sur la société. Chose qui est insane, puis t'en parles souvent. Donc, tu sais, on comprend comme... Tu sais, les gens réalisent pas qu'on vit comme une grosse révolution. C'est un peu comme les premières ampoules dans les maisons, tu sais. Après que l'électricité a été inventée, c'est insane. C'est ça, we learn as we go, là. We learn as we go. Comme, tu sais, nous, j'étais la première année du bac. Il y avait pas de projet de recherche qui était fait sur l'impact de YouTube sur la culture. T'sais, j'ai fait des projets insane sur comment Vimeo crée un nouveau courant cinématographique. T'sais, ça s'était jamais fait avant parce que on y va, we go. C'est ça, exactement. Puis, je me suis fait refuser des échanges parce qu'il n'y avait pas de programme équivalent à l'étranger. Donc, je me suis dit, OK, fuck it, je vais mettre tout cet argent-là, tout ce temps-là, toute cette énergie dans un échange de vraie vie, dans le sens où je vais lancer ma carrière photographique tout en allant là-bas, en investissant tout l'argent que j'ai. Faisant un peu comme une maîtrise en vraie vie. Parce que je connaissais rien du Moyen-Orient. Un bac à l'école de la vie. Un bac à l'école de la vie, je suis fier de le dire. Un doctorat honorifique. C'est ça. Puis c'est fucked up parce que, tu sais, à ce moment-là, t'as zéro en tête que ces photos-là... C'est dans ces photos-là que tu prends dans le premier voyage, il y en a qui se retrouvent dans le livre en ce moment. Fait que tu prends des photos, t'as aucune idée que ça va être publié un jour. C'est fucked up, genre, parce que après, moi, comment je t'ai connu, t'avais d'autres photos, justement, que t'avais print, que t'avais exposé au Vieux-Port, ça, c'était fucked up. C'était dans ce voyage-là que t'avais pris ces photos-là. C'était ça qui était tellement fun d'avoir fait un énorme voyage comme ça. Tu sais, je suis parti 10 mois, puis après, je suis revenu 2 mois, puis après, je suis reparti 2 mois. C'est juste, ça donne un bagage d'images. On parle de combien d'images? Des dizaines de milliers. Wow. Puis c'est juste, tu shoot tout ce qui t'inspire.
Tu fais juste shoot parce que moi, ça me fait triper, là, faire de la photo. C'est l'affaire que je me sens le mieux de toutes les choses que je peux faire au monde. Puis, donc, tu fais juste, si tu trouves la montagne belle, prends la montagne. Si tu trouves la mosquée belle, prends la mosquée. Si tu trouves ce dude beau, prends le dude. Si tu trouves ces femmes qui travaillent incroyablement fort, prends-les en photo. Puis là, tu reviens, puis t'es comme, OK, j'ai tout ça. Comment je peux faire des liens? Donc, mettons, concrètement, j'ai 25 à 30 séries qui sont sorties de ce voyage-là. Des séries tellement variées, allant de comme des portraits de mosquées. Non, parce que j'ai fait la moitié des pays du Moyen-Orient quand je suis allé. Donc, à moitié, man. C'est fucked up. J'ai fait la moitié de l'Asie puis la moitié des pays du Moyen-Orient. Puis Moyen-Orient, genre, t'es allé en Égypte, t'es allé... J'ai même pas fait comme le nord de l'Afrique. OK. Ouais. C'est juste le Moyen-Orient, bro. Mais ces pays-là, c'est comme l'Europe. Genre, il y a plein de pays, genre, collés, genre. C'est comme un espèce de... Bro. Donc, vas-y. Non, continue. C'est juste ça, faire le plus de photos possible. Quand j'étais là-bas, la plupart des photos ont été publiées après. Même, je voulais même pas publier sur Instagram quelques-unes, mais j'étais trop dedans pour vraiment prendre du recul. Il y a un truc, je suis arrivé à une situation que... Moi, je crois sincèrement que la photo peut améliorer l'humanité. Okay. Comme my profound belief. Puis, en montrant des causes sociales, d'où pourquoi j'essaie de montrer des choses qui sont importantes pour moi et de les partager aux autres. Parce que tu mets un spotlight sur quelque chose, c'est comme si tu mettais une flashlight sur une cause que tu montres aux gens. Tu essaies de faire des belles photos pour que les gens se sentent plus accrochés. Puis, j'ai découvert l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Sazine. Je prenais des photos dans un marché d'oiseaux, qu'il y a des travailleurs littéralement dans ce marché d'oiseaux dans le livre. Où ça? En Irak. En Irak, ok. Erbil, au Kurdistan, ouais. Wow. Puis, ce dude vient m'approcher, il est comme, ah, tu viens d'où? Tu sais, parce qu'il y a pas de touristes en Irak. Il dit, allô, c'est moi. C'est ça, un militaire, ça, c'est... Exact. Ou de la BBC, tu sais. Un espion, genre. Puis là, un dude vient m'approcher, puis je viens du Canada, il est comme, oh, insane. Il sort son Instagram, il montre qu'il vient de suivre Justin Trudeau, Sophie Trudeau, puis comme, Explore Canada, puis il adore le Canada. Puis là, il est comme, viens chez nous, viens manger chez nous. Puis je découvre son histoire, qu'en gros, ils sont des Syriens, devenus réfugiés en Irak. Puis ils ont eu comme la manière, selon ceux qui m'ont expliqué, quand tu deviens réfugié, t'as comme le premier statut de réfugié de l'ONU, UNHCR, ouais. Puis après, t'as comme le go du pays qui t'accueille. Donc ils avaient eu le premier go de l'ONU, puis après, ils attendaient le deuxième go pour venir au Canada. Puis il manquait juste ça. L'affaire, c'est qu'à cause de la guerre, puis l'impact, les traumas physiques, psychologiques, la petite fille qui était née pendant la guerre en Syrie, elle avait une malformation cardiaque. OK. Puis ils pouvaient pas l'opérer en Irak. Puis il fallait qu'elle vienne au Canada le plus rapidement possible. Donc moi, je me suis dit, check, j'ai un réseau de contacts à Montréal, je peux faire des photos, je peux faire des belles photos. Donc j'ai passé comme 3-4 jours avec eux autres, à dormir avec eux autres, dans leur petite pièce qui est comme plus petite qu'ici, puis sont 6 à vivre dedans sur des matelas, tu sais, des réfugiés. Puis pour montrer l'histoire de Sazine, que comme, check, si je montre cette histoire-là de Sazine qui attend, c'était mon angle, c'était comme l'attente, mais dès qu'elle a le go, ça va se faire opérer, puis sa vie va être sauvée, parce qu'elle était en train de mourir, littéralement. Wow. Puis là, j'ai fait la série, puis là, littéralement, j'ai des amis qui m'ont aidé à comme publier sur Huffington Post. Wow, OK. Sur Vice aussi. Puis même mes parents m'aident full, là. Ma mère est insane. Elle va rédiger genre des lettres pour les ministres. On a envoyé des lettres aux ministres provinciaux et fédéraux. Wow. Ouais. Puis dans le fond, comme quelqu'un en Belgique a vu la série, parce que ma famille est belge originalement, quelqu'un en Belgique a vu la série, puis là, une ONG a vu, puis là, leur ont redemandé des papiers. Anyways, ça a été clear. Ça a comme accéléré le processus. Ils sont pas venus au Canada, finalement. OK. Mais le processus a fait en sorte que ça a accéléré les choses, puis là, elle a eu une opération. Yo. Puis elle est vivante aujourd'hui. Fait que là, c'est là que genre, tu sais, toutes ces affaires théoriques, conceptuelles, c'est comme la photo, ça a fait quelque chose, tu comprends? Ça a sauvé une vie. Comme, c'est fucked up. Cette personne pourrait être morte live, mais elle pourrait être morte comme sous silence. Là. Puis c'est ça qu'on a, tu sais, dans le contexte plus global aux États-Unis, justement, il y a un procès qui vient de se terminer, juste sur, encore une fois, l'image qui est là. C'est ça, la plus grosse preuve. Puis c'est tout le temps ça, tu sais, tu dis, j'ai la conviction profonde que la photo peut changer le monde. C'est vrai parce que faut que les gens puissent voir. Puis on prend pour acquis que, tu sais, comme la majorité de tout ce qu'on sait dans ce monde, c'est qu'est-ce qu'on fait à travers notre sens de la vue, c'est le plus important. C'est énorme. Fait que, comme, juste qu'on fait cette... Puis on perd souvent cet art, justement, parce que c'est rendu, tout le monde peut prendre des photos, puis tout le monde est des photographes. Mais moi, je trouve que ça rend ça meilleur parce que, justement, il y a une infinité de possibilités. Ouais.
Puis là, toi, t'arrives, bro, puis tu juste direct, hey, ça me fait capoter, man. Fait que là, tu vois direct le pouvoir. Quand tu dis je fais des séries puis j'aide à les publier, c'est quoi pour quelqu'un qui veut commencer dans la photo, c'est quoi ce réseau-là, genre de comme je veux être pris sérieusement comme photographe, genre, puis essayer d'être publié, c'est juste des courriels, genre, faut que tu grindes des courriels, genre? Tu vois, avant, j'ai comme une relation d'amour-haine avec les pitchs, parce que tu sais, dans la vie, il faut que tu pitches, que ce soit business, que ce soit journalisme ou whatever. Puis j'ai compris avec le temps, puis il faut le temps que je me rappelle que les éditeurs en chef des magazines, des journaux, veulent se faire pitcher. C'est ça. Parce que tu sais, comme oui, ils ont plein d'idées, mais il y a tellement de gens qui ont plein d'idées incroyables, tu sais, donc ils aiment se faire pitcher. Donc, avant, je m'étais donné l'objectif de pitcher comme un pitch par semaine à un média que je respecte. Tu sais, je veux pas non plus perdre mon temps puis pitcher à un média random qui me parle pas à moi, tu sais. Donc, je vise juste pour National Geographic. J'adore travailler avec B-Side, avec Urbania aussi. Donc, pour commencer, ça serait juste de comme, en fait, peaufiner. T'as beau prendre des bonnes photos, mais après, t'as tout l'aspect du storytelling, comme comment tu montes une série, comment tu racontes une histoire avec des images, comment l'une va aider l'autre, comment la séquence va être. Donc, je dirais de juste faire des bonnes photos, essayer d'étudier comment raconter des histoires, puis après, tu as tout l'aspect journalistique de comme tes sources, le contact sur le terrain, l'échange, la confiance avec les personnes, avec tes sujets. L'aspect humain, c'est ça, d'interagir avec du monde, ouais. C'est ça, c'est prend un... Puis peut-être des personnes vont découvrir comme comment faire des bons angles journalistiques avant, puis après se tourner vers la photo, puis faire des bonnes photos, tu sais, chacun son chemin. Mais une fois que comme tu as ça, surtout avoir des bons angles, tu sais, parce que faut que tu trouves que, tu sais, chaque article a un angle, chaque reportage a un angle, donc juste de comment tu hooks les personnes, comment tu les rends intéressés à qu'est-ce qu'ils font. Puis, donc tout ça, puis après, tu commences l'art de pitcher. C'est un art, littéralement, tu sais, il faut que tu en dises le plus avec le moins de mots possible. Mais juste checker des médias. C'est du clickbait. C'est ça. Tu sais, ton titre, faut que ça pogne, tu sais. Comme ton titre, ton subject line, ça devrait être comme un titre d'article. Ma question qui m'intéresse tout le temps, c'est, encore une fois, comment tu t'es retrouvé en Irak à ce moment-là? Avant de partir au Moyen-Orient, je connaissais rien. OK. Puis il y a un dude que je connais qui était iranien, qui était photographe, puis on s'est assis dans un bar. Puis comme, OK, check. Tu connais-tu le Moyen-Orient? Non. Juste, va pas là. Va pas Afghanistan, Yémen, Irak. Afghanistan, Yémen, Irak. Fait que prenez une note, tout le monde. Ouais, prenez note. C'est ça. Puis, mais là, quand j'étais en Iran, parce que j'ai fait comme Liban-Iran. OK. Puis quand j'étais en Iran, je sais pas, j'entendais des bonnes choses de l'Irak. Tu sais. OK. Donc, je me suis dit, je vais faire un peu plus de recherche. Puis, je demandais à des gens, checker en ligne, redemander à ce dude-là. Puis là, après tout ce que j'ai vu, je pense que c'est légitime, vu que l'Iran partage la frontière avec l'Irak. Donc, je me suis dit, je vais prendre un bus, puis je vais aller en Irak. Puis, tu sais, mes parents sont autant au courant de tous mes projets, ils m'encouragent à 2000%. Mais j'avais oublié de dire l'Irak. Ah, tes parents? À mes parents. Puis, c'est le moment que l'État islamique, comme, boomait, tu sais, genre... Puis, où est-ce que je m'en allais, c'est juste à côté de Mossoul, qui est une des deux capitales de l'État islamique. Ouais. En plein conflit, c'était en 2017. Puis là, j'ai dit à ma mère dans un courriel à mes parents, puis j'ai dit demain je vais en Irak. C'est juste comme banalement. C'est comme Ali, c'est la première fois qu'ils me disent Ali, on pense pas que tu devrais y aller. On pense que tu devrais attendre que l'État islamique slow down a bit. Puis là, j'ai expliqué point par point. Je suis comme check, man, je vais rester 4 jours. Tous les jours, je vais dire que je suis safe et que je suis good. Parce que aussi, je voulais juste faire du couchsurfing, donc juste dormir chez les gens quand j'étais au Moyen-Orient. Mais couchsurfing version Moyen-Orient, c'est pas juste une app que tu downloads sur ton cell. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vraiment l'application. Ouais, c'est vraiment l'application. Je vais comprendre la métaphore de qu'est-ce que tu voulais dire. J'étais comme, OK, peut-être c'est Kijiji Vibes, là, c'est vraiment l'application couchsurfing. Puis vu qu'ils n'ont pas de touristes, ils sont tellement ouverts, tu sais. Ouais. T'as même pas besoin de faire... T'as différentes manières de demander aux gens de rester chez eux sur l'app. T'as même pas besoin de faire des demandes. Tu peux juste publier sur le babillard de la ville. Wow. Tout le monde va t'inviter. Les Iraniens, c'est comme le peuple le plus hackant. J'ai jamais vu... J'avais trop d'offres. Genre, j'avais un horaire tête de comme souper chez telle personne, dormir là, souper là, dîner là, tu sais. C'est que c'est fucked up. Puis là, donc, j'ai dit, maman, tout va être chill. Je suis allé, j'ai traversé. J'étais supposé de rester 4 jours, je suis tombé en amour avec la place, pour de vrai, avec Erbil, la ville. Puis je suis resté 3 semaines et demie. What the fuck, parce que je tripais à faire des photos. Il y en a plein dans le livre. Ouais. J'adorais leur swag, le fait qu'ils voyaient pas de touristes, la bouffe. Mais comme littéralement, leur swag est insane. Yo, le drip go hard. Le drip go hard au Kurdistan. Littéralement, la BBC était là en même temps que moi pour faire un article sur le swag des Kurdes. Wow. Littéralement. Ok, ça, c'est fucked up, man.
c'est cette... c'est pas une naïveté, c'est vraiment une... pas une candeur, j'arrive pas à trouver le mot, mais que tu donnes à juste y aller puis voir, genre, qu'il y a beaucoup de gens qui ont un gate, souvent, sur des preconceived, moi aussi, y compris que sur des notions préconçues ou sur des shit, tu sais, comme, j'étais arrivé en Iran puis j'entends juste des bonnes choses sur l'Irak, c'est tellement une phrase, comme, atypique quand tu penses au contexte international, genre. Mais, de où est-ce que tu penses que ça vient? C'est parce que tu as dit la perspective, ok, c'est ça, de philosophie, on a déjà posé cette question. Mais en fait, je pense que c'est juste, comme, je pense sincèrement, puis c'est pour ça que je commence à me sortir de mon mystère de Joster, puis de montrer mon visage maintenant, puis de parler de choses que je faisais jamais avant. Les images devaient parler, puis je donnais pas d'entrevue, puis tout. Parce que, justement, le monde est tellement polarisé maintenant. Je comprends pourquoi les gens disent ça, et il l'est. Mais le monde va fucking bien. Comme, si tu checkes les... OK, pas 2020, parenthèse. Parenthèse 2020, mais comme le monde va tellement bien, si tu prends du recul puis tu checkes l'évolution de comme la qualité de vie humaine depuis 100 ans, c'est insane. Le taux de mortalité infantile all-time low, on tue des diseases avec des vaccins, l'éducation des femmes est en train de blow up, l'extrême pauvreté, on va éradiquer de notre vivant l'extrême pauvreté. On est proche. Puis on a fait du gros travail à date. Puis c'est juste je veux utiliser mes expériences puis qu'est-ce que j'ai vu sur le terrain puis qu'est-ce que j'ai lu pour dire, yo, guys, comme oui, il faut mener des batailles, puis on a encore des batailles, puis là, vraiment, c'est énorme. Puis l'égalité des femmes aussi, et l'égalité de tout le monde, en fait. Mais je pense qu'il faut célébrer les petites victoires qui sont derrière nous. Comme, check, guys, on a réussi ça. On lâche pas. We're on the right way. Donc, juste je pense sincèrement que les humains sont profondément bons. Des philosophes vont débattre par rapport à ça. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même une question importante à poser à quelqu'un quand tu commences une discussion. Parce que si tu pars sur cette base-là, il y a plein de shit après. Qui fait que c'est genre, OK, on partons sur la base que l'humain est bon, bro. C'est genre, cette base-là est chill jusqu'à temps que tu rencontres quelqu'un qui est fucked up, genre. Ouais. Mais là, en même temps, tu reviens à la perspective de comme, il y a une raison légitime qui pense comme ça. C'est ça. Pourquoi? Tu sais, les conspirationnistes, comme, moi, je vais avoir des débats avec eux autres. Je les respecte. Ils pensent comme qu'ils pensent parce que X, Y, Z raison. Tu sais, il y a des... Penser comme ça, c'est le résultat c'est les conséquences de plein de choses. Tu sais, maintenant, je suis super chouette de donner des cours dans les écoles maintenant. Puis mon dernier cours, c'était au Collège Saint-Anne à la Chine, puis c'était comment comprendre la perspective de l'autre, comment mieux écouter, puis comment poser des bonnes questions. Puis juste dans la première partie, j'essaie de développer l'empathie envers les talibans. C'est juste de faire comprendre aux gens... C'est quoi ton pitch pour l'empathie envers les talibans? Ben, c'est juste comme décortiquer toute leur vie. Tu sais, tu as grandi dans un pays en ruine, qui a une guerre constante depuis des décennies, par des forces étrangères qui rentrent, puis qui sortent, puis qui rentrent, puis qui sortent. Le désespoir, pas tant d'éducation, pauvreté. Tu sais, les places extrémistes dans le monde sont pauvres à la base, puis pas d'éducation. Donc, si tu arrives à éduquer un peuple, tu arrives à y donner les moyens qui thrive par lui-même économiquement, tu vas éradiquer la violence. Donc, c'est juste comprendre que comme le monde va bien, puis avoir confiance. Moi, tu sais, je me suis jamais fait voler, je me suis jamais fait battre. Évidemment, je suis un homme blanc, comme un homme de un, blanc de deux. Donc, je suis le plus privilégié des privilégiés. Mais je pense sincèrement que tous les humains, ou presque, sont bons, puis ont des bons fondements, puis ils veulent juste avoir de l'amour, Ils veulent juste make it, genre. Make it out, genre, make it. Exact. Puis là, je suis quand même curieux, t'es pas en Irak, j'ai quand même des questions et des guerres là-bas. C'est quoi T'as-tu parlé des États-Unis avec les gens en Irak? Qu'est-ce qu'ils pensent des États-Unis? Kurdes, ils ont une relation un peu spéciale, pour ceux qui savent pas, mais comme même moi, je comprenais pas avant d'y aller, là, mais les Kurdes, c'est un peuple qui est divisé en 4 pays. Irak, Syrie, Iran et Turquie. C'est comme un pays qui est pas un pays, mais qui est juste split en 4 autres pays. D'où pourquoi c'est un peu comme le Québec de l'Irak, littéralement. Je comprends. Ils ont des lois différentes, sont autogouvernés, ils ont leur propre armée qui s'appelle la Peshmerga. Donc, tout ça... c'était quoi ta question? Les États-Unis en Irak. OK. Donc, eux autres ont une bonne relation parce que les États-Unis aiment les Peshmerga parce qu'ils les aident à battre l'État islamique. OK, je comprends. Mais ça dépend vraiment, c'est ambigu. C'est full ambigu. Ben, surtout, en fait, moi, je suis arrivé au Moyen-Orient quand Trump a été élu. C'est ça que j'allais dire, ouais. C'est ça. Comme 2 jours avant.
2 jours avant qu'il se fasse élire. Ouais. Fait que quand t'es arrivé, il y avait pas des vibes genre de brûler des drapeaux au milieu de la rue. Non. Puis même comme l'Iran, tu sais, c'est pas comme ça. Tu sais, oui, t'as des gens qui croient full en le régime puis qui vont faire ça dans la rue. Mais, tu sais, les Iraniens sont plus... J'avais lu une quote d'une poète iranienne qui disait « Les Iraniens, le peuple iranien est plus similaire à nous que eux sont à leur leader. » Ouais, c'est ça. Tu sais, ils sont tellement pas comme qu'on pense, les Iraniens. C'est ça, c'est comme... moi, tu sais, ces temps-ci, tu sais, avec la Chine, tu sais, il y a une grosse discussion sur, genre, le pouvoir chinois versus le peuple chinois, c'est 2 choses complètement opposées. Mm-hmm. Quand tu fais un appel à comme, yo, la Chine, ils font des moves sketch. C'est pas un appel contre la population chinoise. Puis là, dans les médias, ça se perd, puis il y a des montées des crimes haineux, puis tout, puis c'est comme, non, avoir un ressentiment contre le gouvernement chinois, c'est pas du tout. Le peuple chinois, on fuck avec eux, man. Ils font sûrement des shit chill, ça n'a rien rapport avec le... Parce que clairement, ils votent pas pour leur leader. C'est ça, c'est comme un parti communiste qui est là, genre, à cause que c'est le fils du soleil, genre, de vibe comme ça. Puis là, pour parler de ça, une autre affaire, moi, tu sais, je te suis sur IG, ça fait longtemps, à un moment donné, tu mets un texte noir, t'écris, OK, tout le monde, je m'en vais en Corée du Nord. Puis, on va starter ce trip-là. C'était comment se faire approuver? Genre, c'est quoi le processus pour, genre, juste comme, tu peux pas t'acheter un billet d'avion puis aller en Corée du Nord, là. Ouais, ben, j'étais au Bangladesh en train de shoot ce livre-là. OK. Premier repas, je prends. Je mange juste, je suis pas mal végé dans la vie, en 90% du temps. En voyage, des fois, t'as pas le luxe. Ben, c'est ça, t'as pas trop le choix, mais j'essaie quand même tout le temps l'option végétarienne. Premier repas, je viens d'arriver, puis je savais que le Bangladesh, c'est dur. C'est vraiment dur physiquement. Pour vrai, comme on pense que l'Inde, c'est dur, non. L'Inde, c'est clean à côté du Bangladesh, tu sais. C'est parce qu'ils sont plus pauvres, ils sont plus désorganisés et tout. Premier repas, il me comprend mal ma commande, il me donne du poulet, je prends la salmonelle. Hein? J'ai knocked out 7 jours dans ma chambre d'hôtel, qui était de 1. C'est quoi la salmonelle, Big? Ça fait quoi à quelqu'un, la salmonelle? Un empoisonnement alimentaire. Moi, je sais qu'on dit tout le temps que si tu cuisines mal ton poulet, tu vas cacher la salmonelle. Ouais. Mais c'est quoi que ça fait physiquement? T'as juste vomi, genre, t'es comme juste. Vomi, tu chies tout le temps, perte de poids. Wow. Ouais, j'ai quand même eu souvent. Tu l'as eu souvent? Ouais, peut-être comme un 4-5 fois. OK, on va finir l'histoire de la Corée du Nord, après les impacts physiques des voyages. On va en venir à la fin. C'est bon, c'est genre, là, j'en ai jamais parlé de ça. Fait que là, t'es malade en Bangladesh. Ouais, pis là, c'est pire chambre d'hôtel. Pour vrai, moi, je charge jamais le non-confort. Tu sais, je suis capable de dormir sur un tapis à cause de couchsurfing, puis tu t'habitues ton corps, puis ton mindset. Mais ça, pour vrai, coquerelle, pas de fenêtre dans ma chambre, 7 jours malade. Genre, je suis déjà meg à la base, donc perdre 20 livres en plus. Puis là, pendant que je suis malade, je suis comme fuck it. Corée du Nord, let's go. C'est quoi ce raisonnement, bro? Non, c'est ce que ça faisait. Moi, depuis Philo 3, encore une fois Philo 3, mais j'avais fait un exposé oral sur est-ce que c'est éthique de bloquer les armes nucléaires à la Corée du Nord. OK. Et en faisant la recherche, je suis comme, la Corée du Nord, il n'y a pas de pub commerciale. Une société sans pub commerciale, sans Coca-Cola à chaque coin de rue. Il en reste une société comme ça. Faut que j'aille la voir. Je voulais y aller plusieurs fois avant, j'avais jamais eu l'argent, parce que ça coûte comme environ 500$ par jour, toutes dépenses comprises. C'est comme un gros Club Med, le voyage en Corée du Nord. Ouais, ça, tu payes une fois, puis tout est taken care of. Puis là, t'as comme 2 ou 3 agents spécialisés qui ont un lien, puis bizarrement, c'est par des Canadiens. Wow. Donc, littéralement, c'était des gars de Victoria qui avaient parti ça. Puis ils sont basés à Beijing, Pékin, pour les intimes. Puis tu fais juste leur écrire, c'est comme, OK, ouais, envoie-nous une copie de passeport, photo de passeport, un dépôt, puis signe ce contrat-ci. Puis c'est plus facile que n'importe quoi. Tu fais juste faire un PayPal transfer qu'il faut pas que tu mentionnes comme Corée du Nord, sinon PayPal te bloque. OK, fait que la Corée du Nord, ça fait de la fraude. C'est comme, ouais, tu fais un e-transfer à Kim Jong-un, puis tu peux rentrer, on trouve les frontières. Exact, littéralement. Mais, OK, fait que là, tu prends ce urge-là d'aller en Corée du Nord. Ouais. Puis après la salmonelle, qu'est-ce qui est quand même drôle. Ouais. Tu y vas, c'est comment? Donc, il faut que tu ailles à Beijing pour prendre... Tu peux soit y aller en avion, Air Koryo, je pense, ou le train. Moi, je suis comme, yo, fuck it. Long term, ouais, on va y aller lentement. Puis, donc, c'est un train de 24 heures, je pense, de Beijing. C'est comment la nature là-bas? Bref, c'était beau. Okay. Comme, tu sais, c'est montagneux. C'est sûr que moi, je suis allé comme au pire moment, avril, tu sais, avant que les bourgeons sortent à la fin de l'hiver. Okay. Mais il y avait des montagnes sublimes, des vallées. Y a-tu beaucoup d'eau, genre? D'eau? Ouais, y a-tu des cours? Il y a des rivières. OK. Tu sais, parce qu'ils sont quand même sur le bord de l'eau. Il y a pas de lac, genre, y a pas des bails comme ça? Pas si gros. Tu sais, c'est pas tant gros pour eux, comme on traversait le pays en pas tant d'heures de conduite. OK, c'est ça.
Ouais. Puis là, t'as décidé, toi, de prendre le train, justement, de Pékin à la Corée du Nord. Ouais, parce que plus, tu sais, t'as sûrement vu Vice, le reportage de Shane qui avait été en Corée du Nord. Ben, j'ai vu le film The Interview. C'est ça mon knowledge. D'aller en Corée du Nord, c'est Seth Rogen qui essaie d'aller tuer Kim Jong-un. Je l'ai jamais vu. C'est vrai que j'écoute maintenant avec une perspective. C'est drôle comme film. Moi, j'aime ce film. Il y a des jokes de Katy Perry. J'aime les jokes de Katy Perry. C'est jokes. Ouais, c'est vraiment jokes. Fait que là, t'arrives là-bas. Ok, fait que c'est petit, dans le fond, l'Asie. Ouais. Puis là, comme en fait, c'est fucked up, man. C'est vraiment fucked up. Est-ce qu'on t'a fouillé la fouille pour rentrer? Ouais. Juste à la frontière, tu dois écrire sur un papier toutes les électroniques que tu possèdes présentement sur toi, puis les livres. Donc, si t'as des livres, si t'as la Bible, ils te la confisquent. Hein, la Bible, wow! J'ai pas essayé avec le Coran, là, mais... Puis quoi d'autre, mettons, qu'est-ce qui est... Ben, il check dans ta caméra si t'as un GPS dans ta caméra. Ah. Donc, il check les settings. Mais il parle pas anglais. Donc, il cherche les lettres GPS. Mais moi, c'était geo-tracking. C'était pas GPS. Pour genre, ils veulent te kidnapper, genre, c'est comme... Non, ils veulent pas que tu prennes des photos, comme, mettons, d'une base militaire, puis que ça lance juste les coordonnées pour... Mais même moi, je pensais qu'il y aurait eu du bif à rentrer avec une caméra à la base. Ben, tu vois, c'est ça. Au fil des années, ils ont de plus en plus ouvert le pays, puis ils l'ouvrent de plus en plus. D'où pourquoi je voulais prendre le train, parce qu'avant, je pense pas que tu pouvais rentrer en train, c'était juste en avion. Donc, je voulais profiter de la nouvelle flexibilité puis liberté que tu peux avoir... Liberté, entre guillemets, que tu peux avoir là-bas. Puis après, dès qu'ils checkent tes livres puis tes électroniques, ils te laissent aller. Ils te laissent aller, t'es libre? Non, je t'embarques sur le train, puis là, t'arrives à la station de train, puis là... Moi, j'ai 2 interprètes, 2 traducteurs, puis c'est jamais les 2 mêmes ensemble pour pas qu'ils fassent des complots ensemble pour fuck shit up. What the fuck, man? Ouais. Puis j'ai un chauffeur, puis ils sont avec moi pendant toute la semaine. Moi, je suis allé 7 jours. OK, puis c'est-tu une batch de touristes ou si t'étais tout seul? Il y a beaucoup de touristes chinois, énormément. De Chinois, OK. Ouais, énormément. Puis comme ils checkent pas leurs électroniques quand ils rentrent, puis... Aux Chinois? Ouais. Ils ont vraiment une relation amicale, là, parce qu'ils sont voisins. C'est un peu comme nous puis les Américains, on fait juste rentrer, sortir, ciao, ciao. Mais ouais, j'ai pas croisé... J'ai croisé un autre touriste étranger, autre que chinois. Puis... mais ouais, t'es constamment checké. T'es comme... Ils te checkais-tu quand tu prenais des photos? Ouais, donc t'as comme un interprète m'expliquait devant moi, puis l'autre était souvent derrière moi pour checker de côté quelle image je prenais. Wow. Puis comme ils disent, qu'est-ce que t'as le droit de faire, qu'est-ce que t'as pas le droit de faire. Il y a tellement de trucs. En fait, la majorité des trucs, tu peux pas les prendre en photo. Comme je me suis fait avertir pour prendre des photos de vaches, prendre des photos de gens un peu de loin dans le métro. Il y a un métro en Corée du Nord? Ouais. Ça ressemble à quoi le métro en Corée du Nord? C'est quand même, je pense que c'est quand même un des plus profonds au monde, si je me trompe pas. Ok, c'est profond comment? Je sais pas exactement. Parce que t'es déjà allé à Stockholm? Non. À Stockholm, avec bro, c'est profond. Moi, je suis allé à Stockholm une fois, ça a bro. l'air tellement beau. C'est deep sale, le métro. Genre, la gare centrale, là, parce que, mais ils ont juste plein de lignes, mais il y en a une, mettons, je pense, elle, pour aller à l'aéroport, justement. C'est fucking deep. Genre, ça m'a fait capoter. Mais c'est fou. Ouais, mais le métro en Corée du Nord, j'aurais même pas cru je pensais que tout le monde se déplaçait en vélo, genre. Oui, c'est quand même ex-Union soviétique. Non, ils ont très inspiré par la Russie. Ouais. Donc, un peu ce feel-là, tu sais, d'Europe de l'Est, un peu côté architecture puis couleur. Mais, tu sais, les gens ont pas le droit t'as pas le droit de conduire si t'es pas un politicien ou une célébrité nord-coréenne. Célébrité. Genre un athlète ou un musicien, c'est ça qu'ils ont dit. T'as même pas le droit de déplacer de région à région. T'as besoin d'un passeport interne. C'est comme ça qu'ils contrôlent la population. Mais pour eux, tu sais, c'est de l'esclavagisme. Donc, tout est tellement clean. Tout comme... Les mosaïques dans le métro, j'ai jamais vu de l'art comme ça. De l'art grandiose. Ils sont comme des usines d'artistes. Mais c'est genre, c'est-tu comme... Tu vas dans une station de métro pis t'es allé prendre le métro tout seul ou t'étais dans une visite guidée du métro, genre? Ben, ils me suivent pis tu sais, comme on fait 2 arrêts pis je sors. Oh my god, c'est tellement fucked up. Mais l'affaire qui est fucked up, c'est... T'as vu Truman Show avec Jim Carrey? Ouais. C'est littéralement ça. C'est comme... OK, on s'en rend pas compte parce qu'on est choisi de vivre ici. Mais tout ce que je dis et tout ce que tout le monde te dit, t'assumes que c'est la vérité qu'ils disent. Mais imagine si c'était juste des mensonges. Donc, rapidement, ton cerveau flippe parce que t'es comme, attends, c'est quoi la réalité si ça fait 4 jours qu'on me dit juste des mensonges? Tu je gaslight, ouais, c'est ça. Donc, tu flippes. Comme moi, la première journée, j'étais tellement heureux quand je suis arrivé. J'étais tellement euphorique, tu sais. J'étais encore dit, let's go, tu sais, couper du monde, pas d'internet, pas de communication, rien. Puis, deuxième journée, je suis comme, oh boy, c'est fucké. Troisième journée, je commençais à pas filer.
Je me saoulais tous les soirs dans ma chambre d'hôtel. Ok, c'est ça leur truc quand ils vous saoulent. Non, c'était moi qui achetais l'alcool. Tu sais, j'étais juste plus bien d'être là. Je suis allé trop longtemps. T'es resté combien de temps? Une semaine. Ok, une semaine, c'est trop longtemps. Ouais. Puis c'est ça, est-ce que t'as constaté des choses? T'as-tu vu la pauvreté? T'as-tu vu des gens qui ont essayé de s'enfuir? T'as-tu vu quelque chose? Ben, c'est ça l'affaire. On dit que c'est vraiment une énorme dystopie dans le sens où, tu sais, peu importe le pays que tu vas, mettons, l'Amérique du Nord, c'est différent parce qu'on a des sociétés très basées sur l'immigration, donc une énorme diversité de personnes. Mais partout où est-ce que tu vas dans le monde, tu te fais un peu regarder quand t'es touriste ou quand t'es différent de la masse de la population. Mm-hmm. Mais ça, les gens, non. Puis, c'est comme... Ils sont enseignés à t'ignorer, genre. Mais c'est ça, tu sais pas s'ils détestent ou s'ils sont forcés de t'ignorer. Donc, comme même pas un regard. Tu sais, moi, quand je voyage, je fais plein des sourires à tout le monde, j'échange le regard avec tout le monde, je dis allô. Mais ça, zéro, nada. C'est comme si t'existais pas. Mm-hmm. Puis, personne sourit. J'ai vu une personne sourire en une semaine. C'est comme, on dirait qu'ils sont des robots. Littéralement, toute la même coupe de cheveux, tout habillé de la même manière, une petite pine constamment des leaders. Puis on dirait que tu vis vraiment dans une dystopie. Comme on dirait que tu es dans un monde... C'est une énorme expérience sur des cobayes qui sont des humains qui sont 20 millions de personnes ou 25 millions de personnes. C'est vraiment trippy. Puis on n'a aucun report puis aucune façon de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est la meilleure dictature dans le sens où c'est tellement bien construit. Parce que quand tu commets un crime, que tu t'enfuis du pays ou que tu voles ou whatever, je pense que c'est 3 générations qui sont impactées. C'est ça. C'est genre... Donc, t'as beau t'enfuir, toi, tu vas être chill. Ben, bonne chance à t'enfuir, mais après, comme ta sœur, tes enfants, tes parents, sont foutus. Puis leurs fucking enfants, eux, qui sont même pas encore nés. Exact. Donc, c'est comme... Évidemment, t'oses pas, tu sais, c'est tellement bien orchestré. C'est la parfaite dictature. C'est on point par rapport à ça. Ils ont réussi leur... Y a-tu des musées là-bas? Ouais, plein. Okay. Ben, des musées cinglés, comme... Des beaux musées, genre? Tu te crois vraiment comme au sommet de Hitler, Deuxième Guerre mondiale. Ah, ok, le tant genre que ça. de musée ultra clean, ultra comme... J'aurais liché des planchers. Wow. Comme tout super bien expliqué. Des trucs comme tellement énormes que... Ok, exemple concret. Dernière journée, pull up avec mon chauffeur. Skirt. Tu sais, by the way, tu continues sur des autoroutes pendant des heures puis tu vois aucun char, tu sais. Ça, c'est hallucinant. C'est fucked up. Puis là, t'arrives dans les montagnes, plus dans le nord. Ça s'appelle le musée de l'amitié. OK. Donc, les leaders veulent montrer, puis c'est des sorties scolaires que les Nord-Coréens font, d'aller là, un peu comme nous, on allait au Biodôme. Mm-hmm. Puis, c'est un musée qui regroupe tous les cadeaux que les diplomates qui sont allés en Corée du Nord ont donnés aux leaders au fil, depuis la création de la Corée du Nord. Puis, pour être franc, c'est pas comme les présidents puis premiers ministres qui vont, c'est souvent comme des diplomates, tu sais, c'est comme... Trudeau père, il a pas été. Comme... Ben, Trump est allé, mais il n'est même pas allé en Corée du Nord. Il est allé... Mais ouais, ça doit être Dennis Rodman, leur ambassadeur, qui va là-bas. C'est comme, voici ce jersey des Bulls en 96, c'est ça qu'il y a dans le musée. Exact. Comme littéralement. c'est le musée de l'amitié. Donc, tu rentres, c'est comme un bâtiment legit, mais dans du rock. Oh. C'est fly, c'est impeccable, c'est magnifique. À côté d'une rivière, à côté des sommets. Puis là, c'est comme des énormes portes. C'est comme des couloirs un peu... on dirait que t'es dans un labyrinthe, dans le sens où tout a l'air pareil. Tu sais pas trop où est-ce que t'as pas tant de différence entre les couloirs. Puis là, ils font juste t'amener d'une chambre à l'autre, Puis tu rentres, puis là, c'est les cadeaux qu'ils ont reçus par pays. Puis là, le Canada, c'était comme littéralement une fourrure d'ours polaire. Littéralement. OK. Puis là, à un moment donné, tu ouvres une porte. Il y a un avion. Un énorme avion donné par un président de l'Union soviétique. Wow. C'est-tu Gorbatchev? Ça se peut. Peu importe. Donc, c'est un hangar comme creusé dans le roc, dans le musée, d'un legit avion full scale, pas un petit avion. Puis comment ils ont rentré cet esti d'avion dans cette affaire-là? Je sais pas. C'est fucked up, man. Non, c'est Staline, je pense, qui leur ont donné. Ouais, Staline. Puis ils ont un autre locomotive par Mao. Wow. Donc, tout ça ensemble, puis là, tu rentres dans des salles que... Tu sais, ils disent, tu sais, on aime ça quand les gens sont polis envers nos leaders, donc... Les artistes sont fous, là, en Côte du Nord, mais ils font des statues en cire tellement véridiques de leaders ou des femmes des leaders de la Corée du Nord. Puis à chaque fois que tu rentres, tu sais, moi, quand je rentrais, c'est comme zip tes zippers. Fallait que tout que je ferme mes zippers. Pourquoi? Comme signe de respect. Wow. Ouais. Puis là, tu rentres pas de main dans les poches, puis tu bow down.
Puis moi, il fallait que je fasse ça. Chaque fois que je rentrais dans un musée, parce que presque dans chaque musée, t'as une statue, une sculpture des leaders, puis il faut le temps que tu bois dedans. Wow. Puis même quand la piscine, tu rentres à la piscine, genre, ils ont amené du sable, des côtes de la Corée du Nord, comme un background qu'on dirait que c'est la mer, tellement peint réalistiquement. Mais quand même, ça m'intéresse d'avoir ta perspective là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de l'espèce de... L'or a tout le temps été... À un moment donné, le plus gros vecteur d'or, ça a été l'Église. Ouais. Comme tout l'or passe... Shout-out à eux d'avoir fait c'est ça. Puis là, le roi, Molière, mettons, c'est comme écris-moi des estis de pièces. Le pouvoir totalitaire, si la totalité est obsédée par l'or, les artistes, ils strive. Tu dis l'or en Corée du Nord est fucked up. C'est quoi que t'as remarqué justement avec cet or totalitaire-là? Comment tu dis... Il est bon, genre, ça cultive une... C'est tellement minutieux. Okay. C'est tellement comme... c'est tellement de la belle peinture. C'est gigantesque dans les musées, dans les librairies, dans les métros. C'est des murales qui coûteraient tellement cher. C'est ça l'affaire, c'est qu'on donne les ressources quand c'est pour satisfaire l'ego d'un dictateur totalitaire. Exact. Tu sais, c'est une illusion. C'est tout fait partie de l'illusion. Tu sais, pourquoi les bâtiments sont peints de couleur, je sais pas exactement, mais ça serait creepy s'ils étaient tous gris, tu sais. Ok, moi je me suis tout le temps dit, est-ce qu'il y a comme un constant filtre de films dramatiques en Corée du Nord? Est-ce que tes yeux, ta perception des couleurs est différente? C'est tout un peu gris dans ma tête de la Corée du Nord? C'est tout un peu gris. Mais on dirait qu'ils peignent, mais on dirait qu'il y a comme une couche de gris par-dessus la peinture pastel, tu sais. T'as du rose pastel, du bleu pastel, du vert pastel. On dirait que c'est comme juste pour hide. Mais il y a des trucs tellement fuckés, dans le sens, comme par exemple, t'sais, tous les jours, il y a des défilés militaires pour honorer ceux... Tous les jours? Tous les jours, dans la rue. Comme des convois, là, comme... On n'a jamais ça ici. Puis, c'est tellement trippy parce que tous les citoyens convergent vers les bords de rue, puis ils brandissent des fleurs. Yeah! Puis là, tout le monde crie, comme ça. C'est la première fois que tu vois de l'émotion de leur part. Puis, c'est des fleurs en plastique. Mais comme tout est fake. C'est réutilisable, eux, ils sont dans l'efficiency. Yo! Littéralement, tu sais, parce qu'ils ont pas l'argent de... Ok, puis mettons, dans ce livre-là, quel travailleur que t'as qui est en Corée du Nord? J'ai essayé, j'ai tellement demandé souvent à mes interprètes de prendre des portraits. Parce qu'évidemment, il fallait que je signe un contrat pour dire que j'étais pas un journaliste. Il fallait pas que je dise que j'étais un photographe, donc il fallait que je sois slick. Puis il y avait tellement des fous travailleurs, comme des dompteurs de chiens dans le zoo, parce que j'étais allé au zoo de Ok, c'est comment ça, le zoo en Corée du Nord? C'est trippy, t'as personne sauf des militaires qui, comme leur day off, mais qui sont habillés en militaire, qui marchent. Donc c'est comme moi, puis juste des rangées de militaires qui sont... puis qui check genre des bébés phoques. C'est quoi l'animal le plus exotique que t'as vu dans le zoo de... Tigre... oh wow! C'est des neiges, ça, comme les tigres blancs. Wow, il y a des tigres blancs. Wow. Ouais, mais ils ont des pavillons juste de chiens. Wow. Comme tous les sortes de chiens, comme Golden, Dalmatien, genre Chihuahua. Ça, c'est le kind de zoo qui nous manque ici, nous, les zoos d'animaux domestiques. Ça, mais est-ce qu'il y a des grosses installations sportives là-bas? Y a-tu des gros stades? Ouais, tout est gros. OK. Ouais, comme je suis allé à une piscine, tout c'est boosté. Comme Aquaclub n'a rien à voir à côté, tu sais. OK, puis j'essaie de voir les questions qui me restent sur la Corée du Nord parce que ça t'as pas croisé. Je le pose, mais je le poserai à n'importe qui irait là-bas. Ouais. T'as pas croisé Kim Jong-un par hasard. C'est ça qui est fucké, man. Les Nord-Coréens savent pas où est-ce qu'il est. Ils savent pas où est-ce qu'il habite. Nous, on en sait plus sur lui qu'eux en savent sur leur leader. Comme nous, on sait qu'il a étudié en Suisse. Les autres savent pas. Parce qu'il a passé toute sa vie là-bas. Ouais. Puis ils savent pas où est-ce qu'il est, avec raison là, parce que comme tu veux pas de révolte. C'est pour ça que c'est la dictature parfaite, justement parce que tout est tellement bien contrôlé. Puis c'est juste une scène, puis... C'est fou parce qu'au Maroc, c'est totalement le contraire. Quand le roi est dans une ville, faut que toute la ville le sache, monte les drapeaux, monte les convois, la police est partout, stop à tous les ronds-points. Le roi est in town, ok? Tout le monde, faut que tout le monde le sache. On a lavé la ville parce que le roi s'en vient. Dis-toi que moi, je viens d'un tout petit village au Maroc, ok? Puis une fois, le roi a décidé d'aller là-bas, puis ça a été le plus gros boost d'infrastructure de ce village depuis 60 ans. Là. Puis c'est un petit village de genre peut-être 10 000 personnes au maximum, mais juste à cause que le roi, ils ont construit un héliport pour son hélicoptère, ils ont construit des routes en fucking asphalte parce qu'il n'y en avait pas. C'est fucked up que le pouvoir du pouvoir, justement. Ouais. C'est ça qui me fuck up dans tout ça. C'est fou. Puis après la Corée du Nord, tu restes une semaine là-bas. C'était-tu la fin de ton voyage? T'es-tu revenu ici? T'es allé où? C'est ça, là, j'étais sur la fin de shoot ce livre-là, justement. Puis je me suis dit, il me semble qu'il manque quelque chose. Vu que en fait, pour conclure la réponse à ta question, donc j'ai demandé plein de fois de prendre des portraits.
mes interprètes me disaient il veut pas. Comme il lui demandait même pas, il disait il est pas down. Donc la seule personne que j'ai pu prendre un portrait, j'ai même essayé de prendre des militaires qui m'ont fait des tournées de musée. Ils voulaient pas. Puis le seul portrait que j'ai pu prendre, c'est mon chauffeur, qui est la seule personne avec un sourire que j'ai vu de toute la semaine là-bas. Donc, mon chauffeur se retrouve dans le livre, mais j'aurais adoré en avoir tellement. Mais tes interprètes non plus voulaient pas? Vu que, comme j'ai décidé de juste faire des hommes dans ce livre-là, mes interprètes étaient des femmes. C'est ce que t'expliquais au début du livre. Ouais. T'avais fait une autre série en Inde sur des femmes. C'était quoi, cette série-là? Ben, je suis encore en train de la faire, comme de la peaufiner, mais c'est les femmes en agriculture en Inde. Donc, au début, j'avais commencé à juste faire... J'ai fait une série sur ça. Après, je suis retourné une fois, puis j'ai vu des nouvelles initiatives qui empoweraient les femmes... dans les villages que j'étais, en faisant du fromage. Tu sais, le fromage, c'est un produit pour les riches. C'est pas des pauvres dans la rue qui vont manger du fromage parce que ça coûte de l'argent de transformer, puis vieillir, puis tout ça. Puis donc, des nouveaux modèles économiques qui empoweraient les femmes, qui leur donnaient des moyens financiers, une liberté, un certain pouvoir dans la société patriarcale qui est l'Inde. Donc, je suis encore en train de travailler là-dessus, puis c'est vraiment comme un projet à long terme. Puis surtout qu'en Inde, l'agriculture, c'est comme un gros hot button issue. Est-ce que tu peux... Moi, je suis familier un peu avec le beef, mais comme il y a un... Je sais qu'il y a un plus gros beef entre le premier ministre puis les agriculteurs, justement, ils ont fait une grève. Whatever, t'es-tu allé dans ce contexte de climat de tension un peu? Non, j'aurais adoré, mais là, tu vois, moi, j'ai un visa de 10 ans pour l'Inde. Wow, OK, comment ça? Pour la Chine aussi. Je suis loadé en visa. Mon passeport, il est plein, comme dès que je suis prêt, je vais. Mais là, les frontières de l'Inde sont fermées. Avec la Chine? Avec les étrangers. Oh ouais, à cause du variant, c'est ça. Ouais. Mais en fait, depuis la pandémie. OK. Ouais. Donc, j'aurais adoré pour y aller parce que, comme on en a parlé un peu dans les médias, clairement moins québécois parce qu'on a moins un intérêt international. Mais, tu sais, c'est fou, tu sais, bloquer des autoroutes alentour de Delhi qui comme quoi, 30-40 millions de personnes, je sais pas trop. Puis, Ça, c'était, OK, dans le fond, le mouvement de grève, c'est de bloquer les autoroutes? Ouais, c'était ça, leur manière de le faire. Mais en gros, c'est complexe, là, mais t'as un système développé par l'État pour réguler les prix, un peu comme qu'on a ici, pour réguler les prix. Des matières premières, genre? Par rapport à tout ce qui est agriculture. OK. Comme le blé, l'avoine, etc. Puis là, il y avait des changements là-dedans qui faisaient en sorte que comme c'était plus... Ils se tournaient plus vers le libre marché, très sommairement, là. Puis là, ils sont pas dans donc parce que ça faisait moins d'argent. Ouais, donc là, littéralement, c'est tellement indien de faire ça, mais ils ont pull-up en tracteur dans New Delhi, puis juste bloqué les autoroutes, puis chill là. T'es-tu déjà allé à New Delhi? Ouais, plusieurs, comme 10 fois. C'est comment New Delhi? C'est quoi le vibe? New Delhi, c'est vraiment pas tant fun parce que c'est vraiment comme une ville qui a été créée comme capitale un peu. Okay. C'est juste des ambassades. T'as pas vraiment la culture, t'as pas vraiment le charme. C'est-tu beau, genre, esthétiquement? Pas tant. Non, c'est ça. C'est évidemment très, très, très... Il y a beaucoup de smog. C'est dense, ouais. Ouais, mais Mumbai a vraiment son charme parce qu'à cause de l'histoire avec l'Empire britannique puis tout. Versus New Delhi, c'est juste comme les fonctionnaires sont là. Je t'allais dire un peu comme Québec, mais non, Québec, c'est full beau, là. Il y a des fonctionnaires et c'est beau. OK, ouais. Mais ouais, c'est vraiment comme un point de transit pour aller partout. OK. Donc, il faut le temps que tu reviennes à New Delhi pour aller à d'autres places, puis continuellement, puis ouais. J'ai pas tant été dans... C'est comment être dans une ville où est-ce qu'il y a autant de gens que ça, genre? Moi, j'adore ça, pour vrai. Okay. J'adore le chaos. Je sais pas si c'est parce que travailler dans un club, ça m'a fait comme... Mais pour vrai, je fais souvent l'analogie que avoir travaillé dans une boîte de nuit, la part 200, pendant autant longtemps, puis c'est tellement de bruit, c'est tellement de chaos, ça va tellement vite, ça bouge, c'est sombre. On dirait que j'ai développé un sens de calme dans ce chaos-là. Puis ça m'a un peu, j'imagine, aidé sur le terrain de comme, plus qu'il y a de chaos, moi, plus je suis dans. Moi, qu'est-ce que j'ai tout le temps respecté de vous à part 200, c'est que chaque soir, c'est la même calice d'affaires. Côté musique, là, côté, genre, c'est on repeat, puis surtout que c'est le même monde qui vont tout le temps à part 200. Fait que c'est comme une espèce de jour de la marmotte, à part 200, puis je suis comme, vous êtes fort de tolérer ça chaque fucking jour. Mais tu vois, en même temps, quand il y a un nouvel album qui drop comme Drake ou Kanye. Ouais, c'est ça, là, c'est. Là, t'es comme, wow. Ça a valu la peine de passer tous ces moments à réécouter le même beat de Lil Pump. Ouais, c'est ça. Going up on a Tuesday. C'est ça. On pourrait faire une playlist Spotify à part 200 fin des années 2010. Mais pour vrai, l'affaire, c'est que quand je réécoute ces tunes-là, maintenant, c'est tellement des bons souvenirs, tu sais, parce que, à cause de la liberté qu'on avait à la part 200, de juste pouvoir, comme, s'il y avait un beat, moi, à chaque mois, j'avais 1 ou 2 beats comme Mo Bamba. Puis, je l'entendais, j'arrêtais tout ce que je faisais, puis
je suis comme yeah! Pendant comme le beat, puis après, j'ai commencé à travailler, tu sais, donc comme... Comme Mo Bamba, c'est genre, avant que ça... Tu sais, c'est ça l'affaire qui est chill avec travailler dans les clubs, c'est que les beats qui vont go on pour être une espèce de number one Billboard, ils jouent au club, ça fait sûrement 3-4 mois, genre. Fait que quand c'est cool d'aimer un beat, les gens qui sont dans le club, eux, ils l'aiment le beat. Ils flippent, comme, bro, les gars, ils flippaient à la parler de ça, comme des mosh pits, partout comme mosh pit. Pour un bar qui est pas tant reconnu pour un dance floor, genre, c'est comme fucking violent, pis y a comme juste une petite table à côté, puis une petite poutre, pis t'es comme, il y a un mosh pit. En deux tables de pool. OK, fait que il y a aussi une grosse partie de ton voyage, c'est justement quand t'es allé au Liban pendant la guerre civile. Ouais. C'était quoi? Je sais que t'es-tu parti d'ici pour aller au Liban directement quand ça s'est passé? Ouais, la révolution, en gros, elle venait de commencer octobre 2019. OK, c'est une révolution, c'est pas une guerre civile. Ouais. OK. Ben, comment les choses s'enlignent, ça va... Tu sais, ça peut éclater à n'importe quel moment. OK. Comme, je suis allé 2 fois pendant cette révolution, quand l'explosion est arrivée, puis le début de la révolution. OK. Puis juste la dernière fois, je vais expliquer le début, mais quand je suis retourné après l'explosion, dans le port, c'est quand j'étais là, dans les banlieues de Beyrouth, t'avais des fusillades entre chrétiens puis musulmans. Puis il y avait comme 4 morts. Wow. Puis ça peut être comme littéralement l'étincelle. Puis là, tout repart. Wow. Donc, c'est un peu comme... Je savais pas que c'était un conflit en genre ça, une personnel shit, là, des fusillades entre musulmans. Ben, c'est complexe, tu sais. Puis, ben, je vais revenir à ça après. Quelque chose que j'ai compris la 3e fois que je suis allé. Mais juste pour répondre à ta question directe, c'était... j'ai des amies libanaises qui m'ont encouragé à aller au Liban en 2016 pour la première fois. Puis, je voyais qu'ils repostaient des stories de la révolution qui étaient comme... Pas comme une révolution normale du monde arabe. Tu sais, on a comme le stéréotype de la révolution arabe. Puis, c'était pas ça. C'était des enfants qui donnaient des câlins à des soldats. C'était des fleurs qui étaient données à des soldats. C'était des gens qui dansent dans la rue. C'était des cours de yoga dans la rue. C'était des cours de soccer dans la rue pour bloquer les autoroutes, mettons. Chez moi, c'est tellement différent. Ça va selon mon purpose de vie d'essayer d'aider à vaincre l'islamophobie indirectement. Donc, je me suis dit, je vais y aller. J'étais sur un Bixi. J'ai décidé sur le Bixi. Je suis comme, fuck it, je vais acheter des billets. 3 jours plus tard, j'étais là-bas. Puis je suis resté là 1 mois pour couvrir là-bas. Puis l'angle que j'ai vraiment adoré couvrir là-bas, c'est vraiment le rôle des femmes dans la révolution. Parce que justement, le fait que c'était pas une révolution très comme agressive, à coups de cocktail Molotov, c'était à cause des femmes. Puis pour le monde qui sont pas tant au courant du contexte qui s'est passé, c'était quoi, dans le fond, la soulevée? C'était quoi qui s'est passé? Ben en gros, le Liban, ça va vraiment mal depuis longtemps. Ils ont des guerres civiles à genre chaque X nombre d'années, constamment, énormément de corruption. C'est la place au monde, même plus que l'Irak, que j'ai vu le plus de comme balles dans les bâtiments, constamment, qui sont les conséquences des guerres précédentes. Puis, il y a comme 2 facteurs qui, en même temps, mi-octobre 2019, ils ont mis une taxe WhatsApp, c'est-à-dire que sur ton forfait Vidéotron au Bell, tu te ferais taxer une taxe si tu utilises WhatsApp. Wow. Ouais. WhatsApp, là-bas, c'est l'équivalent de nous... SMS ou Messenger ensemble. Ouais. C'est comme... Tout le monde est sur WhatsApp. C'est gratuit. Ouais, donc, pourquoi le gouvernement voudrait fuck with me puis comme me taxer? En même temps, il y a eu des feux de forêt. T'sais, le Liban, c'est minuscule. Les gens s'en rendent pas compte, là, mais c'est d'ici à Ottawa, max. Wow. C'est comme 200 km de large. Wow, OK. Je pensais que c'était un peu plus gros. Non, c'est minuscule, là. Ouais, OK. Puis, il y a eu des feux de forêt. Donc, tu sais, quand ça part, t'as pas beaucoup de place. T'as pas beaucoup de... Tu sais, ouais. Faut que tu aies des ressources vite, du manpower pour éteindre ça rapidement. Genre. Voilà, parce que sinon, t'es en merde. Puis, ils avaient eu des cadeaux d'avions ou d'hélicoptères pour éteindre les feux de forêt. Okay. Mais à cause de la corruption du gouvernement, ils les ont jamais maintenus. Mais tu sais, c'était un cadeau énorme par un autre pays, je sais pas trop lequel. Puis là, quand les gens ont vu que comme ces avions-là étaient groundés au sol à l'aéroport par faute de maintenance, les gens sont comme « Yo, fuck you ». On se fait donner des shit, ils étaient même pas capables de prendre soin de ça. Puis vous continuez à augmenter nos taxes par fucking WhatsApp. Genre. Exact. Donc là, ça a éclaté. Je pense que c'est le 17 octobre 2019. Moi, je suis arrivé comme le 25, quelque chose comme ça. Okay. Puis je suis resté là 1 mois, puis c'est ça. C'était quoi l'autre chose que je devais dire après? Moi, je voulais juste savoir c'était comment que ça avait commencé. Ah, c'est ça. Puis là, moi, je me suis concentré sur le rôle des femmes parce que c'est ça qui faisait la révolution différente, c'est que les femmes étaient vraiment comme... Ils se tenaient littéralement comme ça. On a un peu vu ça dans Black Lives Matter. Je pense les femmes qui s'habillaient en jaune. Mm-hmm. Ça se peut, hein. Aux États-Unis, qui se mettaient vraiment à l'avant pour bloquer, tu sais, parce que comme... Ils vont calmer ceux qui sont intenses derrière eux autres, puis ils vont être le lien doux entre la police, puis l'armée, puis la population. Puis tu sais, comme... Ceux qui... Le peu de jeunes qui étaient violents pendant la révolution contre comme l'armée ou contre
la police, ils les calmaient. Ils sont comme, yo, on va pas réussir nos buts dans la vie si tu leur pitches des cocktails Molotov. Ça va pas marcher de même. Donc, c'est comment d'être dans un pays où est-ce qu'il y a, tu sais, les révoltes populaires ou même les montées sociales, il y a cette espèce, ça prend un espoir de base, genre, comme, puis c'est un espoir j'ai jamais été dans un, tu sais, le plus proche j'ai été, c'est que j'ai été ado pendant le printemps érable, puis ça, c'était pour des frais de scolarité. C'était comment ça? Comment tu t'es senti là-dedans? Ben, moi, j'étais vraiment jeune, puis la grosse révolte, nous, c'est qu'on avait pas le droit de mettre de carré rouge à mon école privée, genre, ils voulaient pas qu'on mette de carré rouge. Fait que c'était ça notre microcosm, je suis allé à une manif, mais tu sais, j'avais 14 ans. Fait que, je respectais. Moi, qu'est-ce que, tu vois, là, c'est l'observateur de la culture chez moi. J'adorais Gabriel Nadeau-Dubois, Léo Bureau-Blouin. J'écoutais qu'est-ce qu'il disait. L'autre, son nom m'échappe. Elle a été candidate aussi pour le Parti québécois. Martine, je me rappelle plus de son nom. Puis, ouais, genre, c'est ça qui me fascinait le plus dans tout ça, c'était voir ces fucking leaders étudiants prendre la parole, puis être assis. Ouais, puis être jeune, après être pris tellement au sérieux qu'ils sont assis avec littéralement la Marguerite Blais, je pense que je me rappelle plus c'était qui la ministre de l'Éducation, se sont rendus à cette table-là, puis genre, c'était juste fucked up. Puis là, le gros débat, c'est que les assos étudiantes, c'est boboche en crise pour avoir été à Lionel. L'asso de Lionel, la majorité du temps, c'est une joke, mais comme ce mouvement-là, c'était légitime, genre. Fait que, ouais, mais au Liban, c'est ça que cette espèce de... C'est comment une société qui croit qu'il a le pouvoir de le faire puis qui le fait, genre, puis qui va dans la rue, puis c'est comment que j'ai jamais été là. C'est vraiment puissant. Comme c'est tellement beau, c'est tellement puissant. Puis c'est incroyable parce que c'est tellement de l'injustice. Comme les statistiques de la crise au Liban qui est encore happening, c'est horrible. Comme un taux d'inflation ridicule que avant, littéralement, octobre 2019, ta brosse à dents coûtait 1$, elle coûte 10$ aujourd'hui. Combiné au fait de la corruption, combiné avec au fait que comme ils ont même plus de Tylenol dans le pays. Comme ils ont plus rien. Je pense que c'est comme plus de 50% de la population vit dans la pauvreté maintenant, ou l'extrême pauvreté. Tellement de statistiques horribles. Donc, ça yo, enough is enough. On va s'organiser via les médias sociaux. Puis, j'ai tout le temps été critique des médias sociaux à cause de mon bac, de voir comme l'impact des médias sociaux sur les gens. Mais là, avoir ça, comment les gens s'organisaient. Tu sais, moi, littéralement, j'avais 2 Libanais qui m'aidaient là-bas. Que chaque matin, je suis comme, yo, c'est quoi qui se passe? Tu sais, parce qu'une révolution, tu sais, c'est très comme organique. Tu sais, ça se rassemble, boum, on bloque l'autoroute live. Lever de soleil. Il y a un speech que le président donne que c'est de la merde puis c'est pas ça qu'on veut. On va aller se révolter toute la nuit puis whatever. Donc, il faut vraiment que tu ailles au pouls de la situation. Puis moi, chaque matin, 5h, je me levais puis je checkais le Instagram de la Révolution. Wow. C'était tellement bien organisé. Anglais, arabe, super beau design. On dirait une compagnie professionnelle, tu sais. Puis ça disait, c'était quoi les événements qui se passent aujourd'hui. Donc, tu avais comme des discussions, des débats sur la place publique avec des professeurs universitaires qui débattaient sur le rôle de l'électricité au Liban, comment on fait pour devenir plus vert, des cours de méditation, des cours de psychologie pour les enfants, comment deal avec les traumatismes psychologiques des enfants, où là, on va bloquer telle autoroute à telle place. Donc, c'est vraiment beau de voir tout ça prendre forme puis de le documenter. C'est comme... Tu sais, comme je parlais au début, de photographier des bâtiments, c'est cool. Puis après, photographier des humains, c'est encore plus incroyable. Mais vraiment, de photographier des humains dans une cause tu vois l'histoire devant toi. Tu vois littéralement comme on va parler de cette révolution-là pour les 100 prochaines années au Liban, puis d'être là, puis de la voir de tes propres yeux, puis de voir comment ça se passe, et d'apporter mon art à le photographier. Je me suis jamais senti aussi bien. Tu sais, c'est rough sous plein de manières, sur le corps puis tout, mais tu sens comme à la bonne place au bon moment. C'est comme c'est pour ça que je suis vivant. C'est pour ça que ma mère m'a mis au monde. C'est toutes les étoiles, tous les événements ont mené à ça. Puis les étoiles sont parfaitement alignées. Puis je contribue à l'humanité de cette manière-là. C'est fucked up, man. C'est exactement ça le rôle de l'art, man. Puis un des many rôles de l'art, mais c'est yeah, man, ça me fuck up. C'est parce que moi je suis vraiment fasciné justement par l'histoire. Puis la photo, c'est une grande partie de l'histoire. Puis de documenter ça à travers la perspective historique, ça me fuck up. Là, je pense à tellement de choses. Je suis comme... comment ça s'est fini, cette crise-là, au Liban? C'est pas fini, c'est ça l'affaire. OK. Comme tu sais, t'as eu l'explosion au mois d'août dernier. OK, ouais. Puis encore plus, comme pour eux, c'est horrible. C'est... Je peux pas... Oui, je me sens mal, mais je peux pas pleurer pour eux parce que
En fait, je suis pas quelqu'un qui va pleurer ou qui va ressentir la tristesse par rapport à des situations vraiment malheureuses comme ça. Je suis plus comme, OK, ils vont pas bien, comment je peux les aider? Tao. Puis juste le fait d'être retourné après que l'explosion est arrivée, c'était... Tu sais, quand j'ai acheté les billets pour aller après l'explosion, je suis comme, yo, c'est mon devoir. Je m'en fous. Je m'en fous de tout. Je dois être là-bas. Pas je veux être là-bas, pas je peux être là-bas, c'est je dois être là-bas. Parce que c'est ma manière d'aider. Puis de léguer whatever. C'est juste des messages que je reçois quand j'ai commencé à mettre des photos quand j'étais là-bas, puis montrer sur le terrain, comme 2 semaines après l'explosion, c'est quoi qui se passe, puis de recevoir des messages comme « Yo, je viens de voir tes photos, je viens de faire un don à la Croix-Rouge libanaise. » Je suis comme « Wow. » Tu sais, ça me rend émotif à la limite parce que c'est ça qu'il faut, tu sais, c'est en disant le pouvoir de l'art, de la beauté, que tu montres les gens des vraies situations de vrais humains, mais avec une belle photo artistique pour les éveiller sur un enjeu qu'ils auraient peut-être pas entendu parler, tu sais, comme on a entendu parler de l'explosion pendant une semaine. Après, les médias sont partis. Littéralement, moi, je suis arrivé au moment que le Devoir puis la presse sont partis. Eux, ils envoient du monde là-bas quand ils se passent des shit de même. Oh, wow. Ouais. Puis ils sont partis quand t'es arrivé. Ouais, ben évidemment, ils ont des budgets limités, là, clairement. Ouais. Puis ils ont fait une bonne job. Bravo à eux. Mais moi, c'était vraiment comme l'après, tu sais, puis de... Puis maintenant qu'on est plus loin que ça, c'est quoi qui a causé l'explosion à la base, même? La corruption. Non, mais genre, physiquement, genre. C'est la négligence. Donc, t'avais des explosifs. Hezbollah, qui est, selon beaucoup, une organisation terroriste, au Liban, sont un parti politique. Donc, ils ont des places à l'Assemblée nationale du Liban. Puis, à ce qui paraît, c'est leurs explosifs qu'ils utilisent pour leurs armes, parce qu'ils sont encore en guerre active contre Israël. Puis, c'est juste de pas avoir... Les gestionnaires du port puis les politiciens se sont fait avertir qu'il y avait ça d'explosif dans le port. C'est extrêmement dangereux. Puis c'est juste là dans une storage, whatever. Puis un sparkle, tao. Comme les images, c'était fou, là. Mais c'est ça qui a fait que tout le monde s'est retourné ses yeux vers ça. C'est la culture internet du clickbait de « Wow, ce clip, c'est le même effet un peu que la cathédrale là, à Paris là, quand elle a brûlé. » C'est symbolique. C'est symbolique, puis comme justement, toi qui œuvres dans l'image, le pouvoir de l'image, le pouvoir de l'image, après le pouvoir de la vidéo, c'est encore plus genre next level. Comment... Je suis quand même curieux parce que, encore une fois, le monde, vous pouvez vous procurer ce livre, là, je sais que ça fait longtemps que vous êtes là. Là, t'as tout ça. Moi, dans ma tête, là, je suis éditeur. Je te donne un livre. Là. Moi, t'as même pas besoin de me convaincre. Mais je sais que la vie, c'est difficile. Comment tu t'arrives à ça, ce produit-là? Genre, c'est tellement impressionnant. Puis je suis tellement fier de toi, man. By the way, félicitations. Merci. C'est quoi les démarches? Genre, c'est quoi le... ça a commencé avec Alexandre Champagne. OK. Alexandre Champagne, 3 fois par jour? Ouais. OK. Qui est littéralement. Puis c'est un mentor à moi. Puis au début, on a commencé à suivre comme 2015, je pense. 2014 même. Puis il respectait mon travail. Puis clairement, j'étais pas aussi bon qu'aujourd'hui, là. Donc, Charlotte à lui d'avoir vu quelque chose en moi. Puis d'un énorme acte de générosité et de bienveillance, il m'a présenté à son éditeur que j'ai pitché un projet qui était dégueulasse. Comme je suis content qu'il l'a pas accepté, tu sais. Sur le Laos. Puis là, j'en ai pitché un autre. Puis je pense que c'est le 3e essai à pitcher. Il a dit oui, puis là, je suis comme, attends, t'as dit oui? c'est comme, moi? Un livre? Comme un vrai livre, genre Renaud Bré? Vraiment? Puis en gros, c'est comme, tu signes un contrat que, il est comme, yo, je sais que le projet n'est pas fini, va le finir, prends ton temps, reviens-nous quand t'es prêt, on va publier le livre. Puis juste pour le côté technique, est-ce que quand tu prends une photo puis qu'elle va être mise dans un fucking livre de même, c'est quoi le... C'est comment en fait que tu fais, man, pour faire un livre de même puis que les photos soient belles comme ça, man? C'est fou, hein? C'est comment que tu fais? Genre, c'est tellement HD. C'est tellement... Il y a du grain, man. J'aimerais... Tu sais, tu dis au début du livre, genre, regardez la texture. Puis tu la vois, la texture des mains, genre, qui ont travaillé, genre. Mais c'est fou que tu remarques ça parce que, tu sais, j'ai vu ces photos-là plein de fois parce que je les ai pris, puis là, comme dans le processus de la sélection, tu les revois, puis tu les revois, puis tu les revois. Puis même, les avoir revus 30 fois chacune, les avoir vus imprimés, c'est comme, wow, ils sont out of focus. Tu sais, c'est comme, c'est tellement HD que je savais même pas qu'ils étaient out of focus. Il y en a comme une là-dedans qui est out of focus. Je suis comme, voir que je l'ai pas vu, tu sais, sur un écran. C'est tellement de la bonne qualité, l'impression. Je capote.
C'est quand... C'est insane. Genre, Gutenberg, il a fait quelque chose, j'ai l'impression. Il a shout-out à Gutenberg. Fait que Alexandre Champagne, c'est ton mentor, man. Moi, en plus, fait intéressant. Genre, j'ai écouté récemment, parce que j'allais au Sans Fil podcast. J'ai écouté. Tu l'as écouté? Ce matin, littéralement, je montais Camille à vélo. Comme c'est mon trip comme en vélo. Ouais. Puis j'écoutais. Puis okay, j'ai fini ce matin. Ouais. Puis merci d'avoir écouté. Puis un que j'ai écouté avant d'aller là-bas, j'étais comme, OK, je vais voir dans quelle vibe ils sont ces gars-là. C'est lui d'Alex Champagne. Avec sa partner? Ouais, avec sa partner. Puis justement, dans les comments, c'était comme Alex Champagne, il a parlé. C'était comme la vidéo, ça aurait pu s'appeler Alex Champagne qui parle pendant 2 heures. Mais c'est juste dommage. Le gars, il a juste tellement de choses à dire. Juste big pour toi, une chaîne YouTube. Là. Mais il est tellement intelligent, Alex. C'est comme, tu sais, il est tellement intelligent, il est tellement drôle. Tu sais, il crack des jokes. Tu sais, il a fait l'École nationale d'humour, contrat de gars. Il a tellement été partout. Puis littéralement, je suis allé marcher avec lui peut-être 3 semaines. Je suis comme, Alex, pourquoi t'es successful dans tout? Comme, c'est quoi? Parce qu'il give back sûrement, le check it get ton livre, c'est comme give back, c'est un des principes, tu sais, comme même pour faire des shout-outs, je vais faire un shout-out à toi, parce que jamais de ma vie on m'a rien contacté pour faire de sérieux, puis un matin je me suis réveillé puis j'avais un courriel de une agence de marketing, Mounir, on veut que tu fasses une publicité pour le port du masque, puis c'était un esti deal sérieux, puis là 2 semaines plus tard je reçois un DM de hey, est-ce qu'ils t'ont contacté, c'est moi qui ai donné ton nom, puis c'est fucking toi qui m'as recommandé, fait que shout-out à toi pour ça, tu vois, je t'ai pas écrit pour te dire ça, genre c'est fucking gentil, merci. Mais je pense que c'est juste comme les gens, souvent, tu sais, surtout en business, c'est comme tout le temps, on veut tout le temps prendre, on veut tout le temps take, on veut tout le temps avoir quelque chose, mais tu sais, si tu fais juste commencer à te donner, le reste va venir. Comme moi, l'amour live que je reçois, le livre n'est même pas techniquement sorti, pardon, mais l'amour que je reçois live, je suis comme, non mais dingue que je reçois autant d'amour, puis je vois que c'est comme le build-up des années, tu sais. Puis c'est tellement beau. C'est comme tout ce monde avec qui t'as juste été gentil, qu'il voulait juste te voir win, que là tu win, ça veut dire un win pour tous ces gens-là aussi, tu comprends? Quand moi je vois que tu sors un livre, c'est comme si c'était un win pour moi, genre, tu comprends? Genre, je sors un livre. Fait que c'est ça le vrai win, c'est ça, c'est pas juste de prendre la job des autres, c'est vraiment de juste faire le mieux pour être chill puis amener tout le monde avec toi. C'est ça qui était en bas avec la culture, tu sais. Ce livre-là, c'est pas juste moi. Comme il y a une énorme équipe derrière moi, tu sais. Genre mes amis qui sont avec moi du cégep depuis plus que 10 ans, qui me font rire chaque vendredi soir en prenant une bière, qui m'inspirent, qui me rendent heureux, qui m'aident à choisir les photos dans le livre, les correcteurs, ma mère qui m'a aidé à trouver tous les noms des emplois, qui sont des fois techniques. Ouais, il apprend beaucoup de noms d'emplois dans ce livre. Genre, saviez-vous que... Un soyeur, ouais. Faux soyeur. Un faux soyeur. Tu sais, même les chauffeurs de calèche. Tu sais, moi, j'adore dire chauffeur de calèche, mais le vrai nom, c'est cocher. Cocher, wow. Tu sais, puis littéralement, entre la fin de la prise de photo du livre puis la sortie, la job de cocher est déjà disparu. Comme mon c'est désir... Quoi que ça fait c'est un chauffeur de calèche. Ouais. Puis il y en a plus de chauffeurs de calèche. C'était à quel pays, ça? Montréal. Ah, Montréal, ouais. Ouais. C'est rendu poétique. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je voulais photographier tous les jobs qui... Mais je voulais parler de quelque chose avec toi. Vas-y. L'islam. Vas-y. Parce que depuis tous ces voyages au Moyen-Orient-là, j'ai vraiment découvert qu'une de mes vocations principales dans la vie, c'est de vaincre l'islamophobie. Oh, OK. D'être la voix, mais via des images, des pixels, d'être les pixels, à la défense de cette majorité silencieuse qu'on parlait au début, et de changer la perception que nos peuples, que les pays plus développés ont envers l'islam. Puis même, en fait, même les Indiens, Hindis... ouais, tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Tu sais, c'est tellement profond comme conception, tu sais, ça remonte à des centaines d'années, puis le terrorisme, puis whatever. Puis... Ouais, avec les Pakistanais et les Indiens, surtout, là. Ouais, aussi. Il y a tellement de facettes, mais... Tu sais, je suis vraiment pour le journalisme de solution, puis essayer de contribuer à rendre la planète meilleure. J'essaie de trouver des solutions pour qu'on puisse montrer aux gens, pour que les gens arrêtent d'ignorer, pas ignorer dans le sens pas regarder, mais comme ne pas comprendre les peuples musulmans. Tu sais, j'essaie de le faire via différents projets, que ce soit en couvrant les femmes au Liban, tu sais, parce qu'on pense que des révolutions, c'est juste des gars, puis surtout dans des pays musulmans. Ou d'autres projets qui montrent la beauté du Moyen-Orient, justement, en partageant des histoires, en partageant leur dignité. Comme comment qu'on peut faire pour, justement,
ou quel type de projet qu'on peut faire pour que les gens aiment plus les musulmans. Exemple concret que moi, je trouve qui est parallèle. Tu sais, l'Afrique, elle va bloom, elle va exploser économiquement, puis socialement, puis va ramener tellement des bonnes choses à toute la population. Je trouve une des manières, justement, que le peuple africain réussit à nous conquérir nos cœurs, c'est via les Afrobeats. Tu sais, comme, je trouve que c'est vraiment la porte d'entrée pour beaucoup de gens qu'on n'a pas nécessairement un intérêt pour l'Afrique. Puis que là, on écoute des beats, on est comme, yo, c'est insane, on va découvrir de plus en plus. La culture, c'est un gros vecteur d'intégration. Exact. Donc, comment qu'on peut faire avec les moyens? Je pense, l'affaire avec l'islam, OK, c'est que il y a une grosse partie de ce problème-là qui, de l'autre bord du monde, qui ont instrumentalisé cette haine-là, genre. Puis qui en font leur gang-pain, qui en font leur talking point, qui en font leur bouc émissaire tout le temps, genre. Fait que ça, c'est une grosse partie du problème, tant qu'à moi, c'est que il peut y avoir du monde qui sont ignorants face à l'islam, mais si on leur fidait pas tous les jours du monde que leur position là-dessus, s'ils étaient moindrement second guess, tu réaliserais que c'est juste des trous de cul, genre, s'ils étaient devant moi, puis je pourrais legit le questionner, puis le contre-argumenter, ce serait juste, ok, t'aimes juste pas les Arabes. Tu sais, c'est tous ces articles-là cachés derrière le outrage, tu sais, ils sont réactionnaires, là, comme, c'est pas... fait que, moi, de ce que j'ai rencontré dans ma vie, tu sais, tout le monde est ouvert à ça, puis veut apprendre le plus, puis j'interprète pas la curiosité malsaine ou l'ignorance, justement, comme du racisme. Ça, c'est un choix que je fais clairement. Genre. Fait que je suis juste comme les produits culturels. Juste le fait que moi, je sois justement allé à Sans Fil puis dire, comme je fais le ramadan juste parce que ça fait partie de ma famille puis je crois pas tant à Dieu en tant que tel. Comme, juste le fait que j'ai dit ces mots-là, c'est un... Je suis pas le premier. Il y a plein de gens qui ont fait c'est pas là. Ça va passer par la culture puis pas juste nous qui rentrent dans la culture québécoise, nous qui fait la culture puis qui... On fait juste... Je pense que c'est juste la culture. L'éducation. Aussi, c'est moi... en fait, le vrai shit, tout ça, ça passe que si ton kid live, il rentre en secondaire 1 puis il y a un arabe dans sa gang, puis qui chill avec pendant 5 ans au secondaire, s'il donne. C'est fini. C'est correct, genre, c'est réglé. Fait que l'éducation, pas faire des milieux genre ségrégés, genre par race, pis c'est ça, bro. Moi, j'y crois fucking, bro. Puis à m'emmener, c'est des démographiques. Il y a des gens qui sont ignorants qui vont mourir. C'est triste, mais c'est ça, genre. Moi, j'y crois beaucoup aussi à ça, genre. C'est juste le contact, c'est créer le contact. Exactement. Dans le sens, je peux réfuter n'importe quelle personne qui est comme raciste envers les musulmans. Genre, j'ai littéralement monté un document de 30 pages pour moi, pour tout défaire tous les arguments qui sont contre. C'est juste, les gens qui aiment pas les musulmans sont jamais allés dans un pays musulman. Ils ont jamais eu une conversation avec un musulman. C'est ça l'affaire, on n'a pas le contact. Même, les femmes musulmanes qui se font tellement critiquer pour le hijab et tout, on n'a jamais... C'est ça l'affaire que moi, je trouve à Sans Fil, justement. À emmener, il a dit de quoi, puis j'aurais juste dit l'arrêter, faire comme moi, mais t'as-tu parlé à une femme voilée? Est-ce qu'on les entend, les femmes voilées? C'est ça. Puis genre, j'aurais dû dire ça à Sans Fil, ça aurait été bars, ça aurait fait un silence, puis ça aurait... Puis genre, pour vrai, moi, je réécoute cette entrevue, puis je suis comme, j'aurais pu y aller plus. Mais pour vrai, je sais... C'est ça, man. Il faut donner des voix à du monde, puis des voix sans condition. C'est ça le plus important. C'est des voix... Tu sais, François Legault, là, en ce moment, là, il a l'air de du plus gros bébé parce qu'il est comme... Nous, on veut des transferts en santé sans condition. On veut que Ottawa nous donne de l'argent puis qu'on fait ce qu'on veut avec. Mais c'est un peu la même idée. Moi, je veux une émission de télé, mais je veux faire ce que je veux avec. Tu comprends? Ça arrivera jamais, là. Je dis le plus meilleur scénario, mais genre... Mais vrai... Crois-y. Mais j'y crois. Moi, je vais le pousser jusqu'à la fin. Comme moi, j'avais carte blanche pour ça. OK. Comme tout est ma décision. C'est fucked up, ça. C'est insane. Tu sais, c'est comme... Donc, je pense que ça existe encore des projets carte blanche. Faut que tu aies le leverage. C'est une question de grind puis de travail dans l'ombre, de comme là, on vient de passer bientôt. Je sais même pas ça fait combien de temps qu'on est là puis on s'en calisse. Mais moi, j'ai toute la soirée, on peut dépasser couvre-feu, fuck it, let's go. C'est ça. Mais c'est pas l'affaire la plus profitable au monde faire cette podcast, mais c'est comme qu'est-ce que tu donnes à emmener que tu vas le recevoir exponentiellement plus, surtout dans la culture. Parce que le temps, mettons, qu'on va avoir passé avec le monde qui nous ont écouté, live, shout-out au monde qui écoute. Ouais, merci. Comme... peu importe si c'est 6 personnes, 7 personnes, c'est quand même spécial, bro, dans les oreilles de quelqu'un puis qui t'écoute puis qui décide que l'attention. Ça vaut, c'est ça. Fait que ce travail-là, je vais jamais le voir en vain, genre. Fait que moi, c'est facile à avoir la perspective de groupe puis je comprends que t'arrives comme l'islam, mais moi, j'ai une espèce de détachement de je vais faire my own avec mes idées, je sais qu'est-ce qu'il faut, puis quand je vais avoir mes pockets pour Shine, je vais dire le speech pour la laïcité, genre whatever, à la podcast qui va être vu, tu comprends? Fait que j'ai cette
vision-là qui est plus concrète à moi-même parce que, I guess, ça me touche puis j'ai grandi là-dedans, genre. Tu vois ça comme un slow and steady battle? Comme est-ce que tu vois comme c'est une bataille acharnée que go? Non, parce que je pense pas que les... tu sais, les coups les plus extrêmes, tu peux avoir des attentats. Il y a eu un attentat à la Mosquée de Québec, il y a eu des morts, genre. Fait comme, ça, c'est le plus extrême, mais en réalité, les répercussions de sceller un projet de loi, man, je sais pas, je vois pas ça comme une bataille, parce que j'ai give up. Puis qu'est-ce que François Legault a bien fait, c'est qu'il a vraiment... Il a mis l'équivalent entre... Il fait ça souvent dans ses phrases, dans ses techniques de speech, c'est qu'il confond loi laïcité puis loi 21, puis il confond dans sa phrase quand il parle. Ouais. Fait qu'il fait ça tout le temps, puis il dit tous les Québécois veulent la laïcité, fait que tous les Québécois veulent la loi 21. Fait que c'est une fausse équivalence, c'est un sophisme, littéralement. On se fait gaslight par un dude que s'il était en philo 1, on ferait comme ça, un sophisme. Mais ouais, bro, je pense pas que c'est un slow study. Moi, je fais mon shit. Je suis fucking content d'avoir le gars qui loue ce studio qui a fuck avec le projet, justement, que j'ai expliqué, puis ça vient même pas d'une... Big, j'ai envoyé cette podcast à Audio. J'ai trouvé la directrice de la programmation chez Audio à Radio-Can. J'ai écrit un esti de courriel de 300 mots où est-ce que je parle pas de diversité, là. Pendant tout le long du courriel, j'explique qui je suis puis qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui est quand même impressionnant tant qu'à moi. Puis j'y explique qu'à la fin, je finis le courriel avec une phrase, c'est la diversité, ça passe par des actions concrètes, puis je pense que ça, c'est la meilleure. Oh. Puis je finis ça, c'est la seule moment où est-ce que j'ai parlé du mon héritage, genre. J'ai tout le temps dit que je venais de Laval, puis bro, j'ai juste pas eu de réponse. Pas, non, juste pas eu de réponse. Fait qu'en fait, je m'en calisse, bro, je suis juste chanceux qu'il y ait du monde qui écoute. Mais l'entrepreneuriat, que ce soit culturel ou pas, c'est juste comme constamment comme lancer des lignes à l'eau. C'est ça. C'est tellement de lignes que t'envoies à l'eau. C'est ça. Moi, je fais tout le temps ça. Dès que quelqu'un, parce que maintenant, le monde avant qui m'écoutait dans la culture, il était gêné de me dire qu'il m'écoutait, mais là, il y a tout le temps du monde chroniqueur quelque part qui m'écrivent, puis je leur dis tout le temps, hey, j'ai hâte qu'on soit collègues. Je te jure, faudrait que tu check mes DM, bro. Genre, je rends du monde du 98.5 mal à l'aise. Parce que je suis comme, hey, j'ai hâte qu'on travaille ensemble. C'est parfait. Mais yeah, c'est la parfaite phrase. C'est ça. Ouais, man. Shout out. Je savais pas que ça venait de cette motivation-là de l'islam en tant que tel. Ben, vu que tu voyages beaucoup, puis il y a tout ce mythe inflate autour de l'islam, c'est sûr que ça a dû te frapper quand t'as réalisé c'est genre du monde fucking chill, les plus accueillants que t'as vu de ta vie, c'est ça que t'as dit. Genre. Puis genre, je te confirme que partout, au Maghreb, au Moyen-Orient, c'est pas mal généralisé que ce monde-là, ils attendent juste d'être chill avec du monde, mais il y a des débordements des religions, comme partout dans toutes les religions. Les bouddhistes, avec les Rohingyas. C'est quoi ça? Au Myanmar. OK. C'est avant qu'il se passe tout ce qui se passe vraiment. Ils ont fait un génocide contre les Rohingyas, comme les bouddhistes ont fait. Mais c'est pas tous les bouddhistes, là, c'est le gouvernement. Des gens qui étaient bouddhistes. Des gens qui étaient bouddhistes ont fait un génocide envers les Rohingyas et les ont kick out. D'où pourquoi ils sont devenus des réfugiés, comme au Bangladesh, par exemple. Mais je voulais juste dire, toutes les religions ont des problèmes. Mais, ouais, c'est juste, ça me touche tellement à cœur parce que j'ai tellement vécu des expériences incroyables avec des gens incroyables dans les pays musulmans. Puis tellement souvent, quand je les rencontrais, c'est comme, you know, ISIS, that's not us. That's not... Tu sais, comme vraiment, ils comprennent une perspective. C'est grave. Jour de Noël, j'étais en Iran. De un, il n'y a pas de Noël. De deux, sont une année différente. Tu sais, sont selon le calendrier musulman et non un autre. Et qu'est-ce qu'ils jouaient? J'étais comme dans un Noël clandestin avec des gens un peu plus occidentalisés qui buvaient de l'alcool parce que l'alcool est aussi illégal là-bas. Puis, tu sais, ils sont comme leur bye-bye de Noël, mettons, de cette journée-là. C'était un show qui riait. Eux autres riaient de comment nous, le monde de l'Ouest, les considère comme des terroristes qui bombent des avions. Donc, ils riaient eux-mêmes de leur propre perspective que les autres ont d'eux autres, sarcastique un peu, tu sais, de la satire. Je suis comme, wow, OK, comme ils comprennent que notre opinion d'eux autres est mauvaise. Tant mieux s'ils peuvent rire de ça, même si évidemment ça les affecte directement ou indirectement. Tu sais, les embargos puis tous les traités sur en Iran. Ben ouais, puis c'est quand, mettons que t'aurais à dire c'est quoi ton pays que t'as voyagé, bref. C'est tellement dur parce qu'il y en a tellement, tu sais, je sais pas, je suis rendu à combien, comme 45 ou plus? 45 sur 100, sur 206, genre, c'est quand même... Est-ce que c'est un objectif? Non, pas du tout. Maintenant, je veux juste comme retourner dans ceux que j'ai déjà été pour comme approfondir des sujets. C'est dur, mais l'Inde, pour le reste, c'est comme... Tu sais, je suis allé 4 ou 5 fois en Inde. J'ai essayé d'y retourner chaque année, là, je peux pas.
c'est pour ça que j'ai un visa de 10 ans, mais il y a quelque chose avec la profondeur. Tu sais, t'as l'Himalaya, t'as les déserts, t'as l'entre-deux, t'as Mumbai, t'as l'héritage britannique. T'as tout. La culture aussi qui est popping, les films, tout, la musique. Exact. Moi, première journée, je suis allé en Inde de ma vie. Deuxième journée. Je suis allé voir un film de Bollywood au cinéma. Okay. On vit l'expérience à fond. Là, je m'en fous que c'est pas en anglais, je m'en fous. Va au cinéma, popcorn, on regarde un film. Puis, ok, l'Inde, genre. Moi, ça me fait peur, on dirait l'Inde, mais j'ai peur. Moi, Dis-moi pourquoi, puis je vais te Mais en fait, je trouve que ça va sûrement être similaire au Maroc. C'est sûr que c'est similaire à Casablanca. Plus intense. C'est ça, c'est plus intense. Puis Casa, déjà, moi, je trouve ça intense. Ouais. Moi, quand je vais au Maroc, je vais particulièrement pas à Casablanca parce que je trouve que une société, pas désorganisée, une société autant wild que le Maroc, mis dans des grosses villes, c'est bound to be dangerous, genre. Moi, je suis quelqu'un qui évalue mon danger. Fait que, genre, je suis pas fait pour être journaliste international dans des zones en conflit, des zones militarisées. Mais, ouais. Le chaos est tout le temps organisé. Ok, c'est ça, ouais. Tu sais, que ce soit au Maroc ou pas, ou d'autres plages, je veux dire. C'est un chaos qui finit tout le temps par faire un sens, genre. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'est non seulement le chaos en Inde, mais c'est le fait que sont presque 1400 millions de personnes. Tu sais, on dit souvent 1,4 milliard. Ramène ça au chiffre. 1400 millions. Tu sais comment c'est beaucoup de personnes? Donc juste, oui, ils ont un gros pays, mais juste la densité fait en sorte que ça l'amène d'autres dynamiques. Tu sais, c'est tellement stimulant l'Inde parce que c'est les meilleures odeurs que tu vas sentir de ta vie puis c'est les pires odeurs que tu vas sentir de ta vie. C'est tout le temps comme, wow, le yoga, la spiritualité, le bouddhisme. Puis wow, toutes ces poubelles. Ouais, ça c'est au Maroc, ça, des fois c'est comme tout le temps, ça te challenge, mais une fois que tu dépasses, comme moi, ça m'a pris 1 mois à m'adapter la première fois. Puis là, à chaque fois, comme, pour moi, retourner en Inde, c'est du velours. C'est réconfortant, ce chaos. Puis c'est des sociétés millénaires. C'est ça qui est impressionnant. Ouais, c'est l'astrologie. Ça part de l'Inde, là. Allô, guys. Comme ton yoga, tu sais, ça part de là-bas, tu sais. C'est ça. Nous, c'est tough c'est facile d'oublier qu'on est une société assez jeune ici, comme nos infrastructures, mettons, juste nos routes, puis tout, comme c'est vraiment. Quand tu vas à d'autres endroits, tu vois les résidus de quoi qui est vraiment plus ancestral que ça, genre. Est-ce que ça a tout le temps été chez toi, ça, cette espèce de vouloir documenter, genre? Non. Ben, ok, j'ai jamais dit ça publiquement. J'ai pas dit grand-chose publiquement parce que je viens de commencer à faire un comic médiatique, mais mes premiers projets photos, comme, je dis souvent que ça a commencé à 18 ans, mais j'avais fait un projet, ben c'était pas un projet, là, je tripais. 12 ans, 13 ans, les petites caméras Canon point and shoot grises. Mon père conduisait. Chaque fois qu'on allait quelque part, j'amenais la caméra. Puis je prenais des photos des plus beaux chars dans le West Island. Comme au travers de la vitre du char. Partout où est-ce qu'on allait dans le stationnement, on allait un magasin. Attends 2 secondes, je vais juste prendre une photo de la Lambo. Puis dans mon ordi, j'avais des milliers de photos de ça. Toutes catégorisées par marque, par modèle. J'avais un dossier que c'était des rims. Tu sais, genre les gros shows de genre chars modifiés au stade olympique, j'allais avec mon père. Non. Puis j'avais toutes ces photos de chars, donc c'était un peu comme de l'archivage pour moi, que j'avais juste du fun à faire ça. Puis t'étais sûrement pas conscient que t'étais en train de faire de l'archivage. Exact, c'est ça. Juste documenter de cette manière-là. Puis là, ça s'est transposé. Je trouve juste comme... Je trouve ça insane de prendre des photos de la vraie vie. Tu sais, j'ai tellement de respect, évidemment, pour les photographes qui font du fashion, comme Will Arcan, il est insane, tu sais, Alexis Bellemare et tout. Mais c'est exactement l'opposé de moi. Tu sais, comme eux autres créent un concept puis orientent le shoot. Mais moi, c'est exactement le contraire de comme... Je capture la vie telle qu'elle est. Je vais jamais te dire un... Le shoot se fait devant toi. Tu peux pas vraiment... T'as pas d'input. Tout est juste... C'est la beauté de la vie. Ouais, c'est ça. C'est littéralement retransmettre la beauté de la vie à les personnes qui regardent les photos. Puis la vie est tellement belle, selon moi, sous tellement d'aspects différents, que c'est comme un honneur de prendre des photos. Puis tu sais, avoir une caméra, c'est un outil comme... C'est vraiment... Si, mettons, j'allais cogner chez des gens, live, peu importe où, puis je dis, je peux-tu rentrer? C'est comme, non, des calices, tu sais. Mais vu que j'ai une caméra, ça donne une raison. Ouais. C'est comme un passeport pour que tu puisses rentrer dans la vie des gens puis assister à des moments tellement intimes. J'ai été sur des lits de mort avec des familles parce que j'avais une caméra. Tu sais, des moments... La Révolution au Liban, tu sais, j'aurais pas juste été dans la Révolution si j'avais pas de caméra.
Donc, ça donne une raison d'être à des endroits puis de documenter. Ça, c'est big facts, ouais, l'histoire pendant que t'es là. Puis surtout qu'il y a quelque chose d'intéressant avec surtout ce livre, puis qu'est-ce que tu fais avant, c'est que tu vas à des endroits, mettons, qui sont vraiment, justement, politisés ou, mettons, même militarisés, puis ton regard est pas orienté en tant que ça politiquement. Il n'y a pas de mots là-dedans qui fait comme voici les conditions de vie de ces gens-là sont fucking tristes à cause de l'élite capitaliste. Ouais. C'est comme il n'y a pas de propos en tant que tel. Tu laisses vraiment l'image parler. Puis là, justement, tu dis tu fais une sortie médiatique. Tu n'étais vraiment pas dans les médias avant. C'était vraiment juste tes photos. C'était-tu important pour toi de juste vraiment laisser les photos parler? Ouais, 200%. Mais en fait, moi, la raison pour laquelle je restais caché, c'est à cause de Banksy. OK. Littéralement, tu sais, Banksy, tu sais pas c'est qui. Il communique son message via son art, puis il laisse son art parler. Pis... En fait, j'ai commencé à me cacher quand les gens commençaient à prendre des selfies. OK. Tu sais, comme les gens commençaient à prendre des selfies, littéralement, comme 2014-2015, quand les caméras sur les téléphones devenaient de mieux en mieux. Et littéralement, les selfie sticks étaient inventés. C'était pas inventé en 1950, là. Puis, donc, je me suis dit, moi, je veux pas me montrer moi. Le monde est trop incroyable, donc je vais montrer le monde. D'où pourquoi je me suis caché derrière, puis que je veux encore laisser les photos parler, évidemment. Okay. Mais là, il y a un message. Mais c'est drôle que je dise ça parce que, justement, c'est plus que le temps avance, plus que je découvre qu'est-ce que j'aime photographier. Puis j'avais été, quand Trump voulait renégocier l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, je suis allé au Mexique. J'ai lu des livres sur l'américanisation du Mexique pour savoir comment est-ce que le Mexique était affecté par qu'est-ce qui se passe live, par Trump et tout. Donc, je suis allé là-bas. Puis c'était très politique comme sujet, tu sais, c'était très genre les États-Unis font du mal, je vais le prendre en photo. Politique négatif. Mais j'ai pas aimé ça faire ça. J'aime pas ça comme confronter les gens, c'est très québécois de ma part là, de pas confronter les gens, tu sais, être doux pis tout. Mais je trouve on gagne ou je gagne à montrer le positif, tu sais. Genre j'ai le goût d'aller à Mossoul plus que jamais. Je veux pas aller montrer comme la méchanceté des personnes, je veux montrer la résilience de ceux qui ont survécu. C'est le temps le positif. Mais surtout que toi, qu'est-ce que tu dis, c'est t'as dit la perspective, c'est au fondement de tout est différent par rapport à la perspective. Puis quand t'arrives, surtout avec le climat sur le discours autour de Trump, c'était vraiment juste négatif, genre. Fait que toi, je pense que ça te rejoint mal parce qu'il n'y a pas de place à une perspective. Tu la mets la perspective, c'est négative. Exact. C'est fait comme il n'y a pas de recherche ou de réflexion à faire là-dessus. C'est comme, tu sais, c'est comme quand fucking EOC est allé prendre des photos devant des cages, là, quand il y avait des enfants dans les cages, c'est juste comme cette photo est historique, mais comme pourquoi t'es allé photoshoot là-bas, là, c'est à comme 300 km de ta job, genre. Mais est-ce que tu trouves que comme le monde va bien ou que le monde va mal? Je trouve que le monde va live en ce moment, je trouve qu'il va pas très bien, non? Je pense pas que... OK, il y a deux choses différentes. Tu peux dire l'humanité, le progrès va exponentiellement bien tout le temps, mais est-ce que les humains, membres de cette société, vont bien? Non, pas particulièrement, pas mieux qu'ils ont déjà été. Sûrement moins pire, mais c'est d'autres shit, c'est un autre niveau d'actualisation live, ça a plus rapport avec ça. C'est comme le monde live, il y a surtout notre génération, genre, c'est rendu normalisé que comme tout le monde est dans un état de dépression, genre, cette espèce de dialogue dans l'internet, que tout le monde est triste, puis tout le monde fait des memes sur son anxiété, puis tout le monde est donc ben la santé mentale la plus fucked up, puis à travers ça, si tu décodes ça, il y a du monde qui sont crissement tristes, genre. Il y a le monde qui front, qui sont tristes, il y a le monde, mais c'est juste fucked up que même dans nos codes, ce soit rendu presque pris pour acquis que comme le monde sont tristes, genre. C'est ça qui est fucked up. Fait que je pense pas que le monde va bien. Je pense que live, cette crise-là, elle déborde, puis comme ça dure vraiment longtemps, puis tu vois, comme les États-Unis sont plus capables, live, ils ont juste fait fuck off, genre. Fait que ils ont fucking mis ils ont fait, je sais pas comment ils font pour faire des vaccins dans ce nombre-là. Ils les font, puis ils s'en calissent. Mais je pense que le monde sont tristes, bro. Mais est-ce que tu dis ça à cause de l'année comme la pandémie? Je pense quand même avant, bro. Ouais. En général. Mais moi, je le vois d'un point de vue, c'est comme quand tu parles beaucoup dans l'espace public, tu vois beaucoup d'interactions que personne aurait le droit. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté mes vidéos, je pourrais jamais. Puis quand tu vois à peu près beaucoup de gens dans la société, t'es juste comme, ouais, man, il y a toutes sortes de gens. Genre, je pense que tout le monde est dans des états vraiment différents en tant que tel, je pourrais pas généraliser, c'est ça la fin. Tu penses que ton opinion est influencée à combien de pourcents, c'est dur à mettre un chiffre dessus, mais de par le fait que tu es dans le monde web? Parce que moi, mettons, je lis pas les commentaires, je regarde pas les débats en ligne, parce que pour moi, un débat, c'est personne à personne. Tu sais, je suis comme détaché, même si ma job, c'est de publier des images en ligne.
Donc, d'où pourquoi peut-être je suis positif, mais à quel point tu penses que le web influence? Mais je suis positif, mais c'est juste que j'ai un regard très concret. Tu comprends? C'est comme, ouais, moi je suis optimiste dans la vie, comme tout est good, cette personne-là, elle voulait sûrement pas être wack, ça c'est chill, mais sûrement à cause que je suis sur Internet. C'est juste, Internet, à un moment donné, c'est une continuation du monde. Là. Il y aurait pas des choses sur Internet sans une action, fait que c'est comme... Oui, c'est sûr. C'est ça l'affaire aussi avec ça. C'est que tu peux contrôler à quoi tu penses, tu sais. Comme tu dis, je regarde pas de discours sur Internet. Moi, quand je discute avec du monde, on a des bonnes discussions. C'est ça ma perception, c'est ça la réalité. Ouais. C'est ça qui arrive. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ça c'est fait que c'est comme, oui, la mienne est sûrement teintée heavy, ben, plus que n'importe qui même, par l'Internet. J'en consomme trop. Ben, pas trop, j'en consomme beaucoup, genre. Ouais. Fait que c'est sûr que 100%, c'est ça qui gère en majorité mon... C'est quoi les moments que tu consommes pas Internet? Quand je game. Mais même là, tu vois, quand je game, je joue à Minecraft tout seul dans mon monde, je fais juste genre péter des bulles puis faire des rénovations dans mon monde, genre. J'écoute de quoi, genre. Fait que je consomme tout le temps de l'information. Moi, il y a de quoi qui m'ont donné l'accès à la route de l'information, bro. J'aurais jamais dû parce que c'est tough pour moi de faire quelque chose puis de pas pas de scroller, là, mais vraiment d'écouter, genre, de quoi ou un clip d'un reportage de radio, n'importe quoi, genre. C'est tough de pas maintenant que je sais que je peux juste pop in puis écouter qu'est-ce que je veux tout le temps, c'est tough de m'avoir. Ouais. La route de la soie 2020, c'est la route de l'information. C'est exactement. Mais ouais, mais tu vois, j'ai fait... au début de la pandémie, j'ai quand même bien géré la pandémie. Comme personnellement, tu sais, j'ai jamais eu une aussi bonne année côté business photo. J'ai de nouveaux projets avec Cardinal, donc je suis full down. Mais le premier mois, je me suis dit, yo, rien se passe, je vais tout faire. Genre, tu sais, je vais hustle my ass off, comme ça, quand ça reprend tard. Puis je me suis tellement donné à fond, tu sais, ça fait... Là, j'ai arrêté depuis le moment que je vais parler, mais je lisais un livre par semaine depuis 4 ans. Wow! Puis pendant le mois d'avril, au début de la pandémie, j'en lisais 2 par semaine, même 3 des fois. Puis c'était tellement d'informations. Puis c'était des livres heavy, j'ai lu le Coran. J'ai lu d'autres livres sociopolitiques. Tu sais, je lis pas de la fiction, donc c'est tout le temps comme, ah ouais, des académiques. Puis j'ai fait une surdose d'informations. J'ai atteint un point qui est comme un semi-burnout, genre, je peux même pas lire un article parce que c'est trop d'informations, je peux même pas lire une phrase, mon cerveau, parce que j'ai pas eu le temps de process. Donc, est-ce que comme toi, des fois, tu sens que tu atteins comme le sommet d'informations que tu peux take in? D'où pourquoi, en fait, j'écoute pas tout le temps des podcasts. Non, man, je le sens pas parce que c'est structuré dans qu'est-ce que je décide d'écouter. Genre, moi, j'écoute les nouvelles, genre. Je suis vraiment connecté sur le cycle de nouvelles. Tu sais, c'est 10 jours, genre. Tout le temps, genre, je le connais, je l'analyse, j'espère œuvrer dedans. Fait que je suis vraiment... Il y a un travail qui est vraiment détaché de moi, genre, où est-ce que je suis comme vraiment dans une perspective analytique de ça, genre. Fait que jamais je suis comme... J'en ai juste tout le temps soif. Bro, j'écoute des films aussi, genre, fait que ça fait partie de ça aussi. De fiction? De fiction, j'écoute, pas de fiction, j'écoute des films de fiction sur des guerres, mettons, comme là, dans les derniers mois, vraiment la Deuxième Guerre mondiale, je sais pas pourquoi, même. Yo, bro, c'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'est arrivé, big. J'ai écouté Saving Private Ryan la semaine passée, j'avais jamais vu ça de ma vie. Avoue que c'est fou. C'est fou, big, j'avais jamais écouté Saving Private Ryan. Vas-y. Non, c'est ça, fait que j'écoute des films. Dis-toi que moi, je suis comme immunisé à ça parce que ma job, coming of age, là, comme de 18 ans à 22 ans, 21 ans, c'est que je travaillais à mon école secondaire, puis j'étais payé pour rien crisser. Comme 20 à 30 heures par semaine dans un bureau avec mon ordi, comme à débarrer des classes pour une location, puis aller dans un bureau pendant des longs shifts, genre à juste rien crisser. Fait que j'ai consommé, genre, j'ai été drillé à pouvoir écouter des affaires, genre. Yeah. Comme je suis sur mon cell en train d'écouter, je multitask, puis je le sens pas du tout sur mon corps, genre. Cette espèce d'affaire. Je pense que j'ai un bandwidth, genre, juste comme, je sais pas. Puis je pense à autre chose. J'oublie beaucoup, genre, comme je m'en rappelle, mais sur le coup, je pense plus, genre. Il y a pas beaucoup de nouvelles qui restent avec moi, genre. En parlant de Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose que j'ai pas tant dit, mais moi, j'étais au Canada à cause que mon grand-père, il était dans les camps des Allemands. Wow! Ouais. Donc, la famille du côté de ma mère est belge. Wow! Puis mon grand-père, qui était pas juif, il avait juste besoin de main-d'œuvre. Il s'est fait pogner en Belgique, puis ils l'ont amené dans un camp de travail forcé.
Puis il est sorti. Puis il restait 2 ans. C'était lui, sa job de tester l'eau pour voir si les Alliés avaient empoisonné l'eau. Wow. Il a réussi à s'enfuir. Ses amis avec qui il s'est enfui sont tous morts, selon lui. Puis il s'est caché 2 ans dans le sous-sol d'une famille allemande gentille. Wow. Donc 2 ans dans le camp, 2 ans caché dans dans le sous-sol d'une maison. Un peu comme dans Inglourious Basterds au début. Ouais. Puis quand la guerre est finie, il retourne à la maison. Puis il est comme, yo, l'Europe, ça me traumatise trop, je viens au Canada. Wow. Donc là, c'est fucked up, man, parce que c'est comme tu sais, comme moi, j'ai une famille berbère, il n'y a pas de rapport avec la guerre, mais comme dans des familles européennes, bro, il y a une génération, c'est les grands-parents, c'est ça. C'est fou! C'est ça qui mindfuck aussi, là. C'est des traumatismes. Ouais, c'est ça. Tellement profond. C'est ça, c'est des traumatismes. Bon, bro, d'après toi, ça fait combien de temps qu'on parle? 1h45. Ça fait genre 2h30 deep. Let's go! Des conversations. C'est ça l'affaire, parce que faut avoir des conversations dans la vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme, j'ai enregistré mon premier podcast lundi, puis après, direct, je pars mon podcast. Avoue, hein, Ouais. c'est addictif. Puis quand c'est fait avec un niveau de stress comme là, maintenant, je suis plus stressé. Là. Ouais. Mais quand j'étais ici les premières fois, je voulais que ce soit bon. Ben oui, for sure. Puis je rencontrais Adib, mettons, j'étais comme, Ben OK, oui. j'étais comme, bro, aussi, tu sais, quelqu'un que c'est sa job parler, puis que toi, tu prétends que ta job, ça pourrait être parler. Quand t'es mis face... Moi, je vois souvent les entrevues comme des joutes, genre. Ouais. Je suis comme... essaie de placer mon mot... Genre, j'essaie de prendre ma place, genre. Parce que personne ne va te la donner, I guess. Mais comme, quand j'étais contre Adib, tu vois, déjà, dans ma tête, c'est comme ça, genre. C'était comme... c'était stressant, genre, puis j'étais pas... Mais là, genre, surtout que c'est moi qui fais la fucking régie, là, je me suis remarqué, c'est moi qui switch les caméras depuis tout à l'heure, genre. Comme, c'est juste trop tranquille, bro, on parle. Ouais. On pourrait continuer à parler. Outre le fait que, genre, live, j'ai envie d'aller fumer un bat, puis on finisse la podcast. Mais, on pourrait parler, bro, pendant longtemps, mais je suis quand même curieux, c'est... Tu catches la salmonelle plein de fois en voyage, puis là, on va arriver à ça. C'est comment que ça prend sur ton corps. Là, tu profites de ta jeunesse, mais bro, c'est tough sur un corps voyager comme ça. Ouais. Pour vrai, j'ai jamais parlé des impacts physiques sur mon corps de tout ça. C'est quand même... De un, ma job, je suis vraiment content, ça me garde en forme. Comme pour de vrai, tu sais, j'ai jamais pris de poids de toute ma vie. Je me suis fait dire, yo, t'inquiète, 20 ans, tu vas prendre du poids. 25 ans, tu vas prendre du poids. 30 ans, je suis comme, non, tu comprends pas, genre, tu sais, c'est très physique, la photo, tu sais, puis c'est tout le temps, mettons, la Révolution Liban, man, comme il y a une journée vraiment intense que les révolutionnaires, les parlementaires corrompus voulaient aller au Parlement voter un projet de loi qui faisait en sorte qu'ils étaient pas, qu'ils pouvaient pas être accusés OK. pour leurs actions passées. Chose qui est l'affaire la plus corrompue des choses corrompues, tu sais. Ouais. Là, les révolutionnaires sont comme, OK, on va pas vous laisser faire ça, donc on va bloquer toutes les entrées du Parlement. Littéralement. C'est là, sur le compte de la Révolution que je parlais plus tôt, ça montrait toutes les entrées. Là, ça, c'était une crise de journée tellement intense que j'ai eu des séquelles physiques que j'ai dû aller voir des professionnels de la santé à mon retour. Parce que, de un, tu sais, je sais pas, je cave, là, cette journée-là, c'était la seule journée que j'ai amené mon ordi, mais tu sais, j'ai mon sac de caméra que j'essaie de pas trop amener. J'aime ça juste avoir une caméra puis une lentille, mais quand même, c'est comme l'équipement qui est lourd. J'avais mon ordi dans mon sac, puis là, tu fais juste courir, tu sais, c'est tout en Moyen-Orient, évidemment, j'ai choisi les pays les plus chauds. Donc, t'as la chaleur, la déshydratation, t'as l'adrénaline qui kick in. Donc, la première journée, j'ai pris des cafés, mais après ça, t'as plus jamais besoin de café parce que t'es tellement sur l'adrénaline. Puis là, mettons, cette journée-là, tu sais, à force de courir partout, puis là, l'armée débarque, puis là, t'essaies de prendre des photos, puis là, t'as des gunshots, puis là, t'es cover, puis là, tu prends d'autres photos. Ça fait en sorte que ton corps, chimiquement, tu réalises pas tes problèmes. Donc, mettons, j'avais des ampoules plusieurs ampoules sur une jambe. C'est minime, là, des ampoules, mais juste le fait que mon pied, sans même que je me rende compte, il se penchait un peu en courant pour le restant de la journée. Ça a tout déstabilisé ma jambe, comme mes muscles. Okay. Puis j'ai juste eu des crampes dans mes jambes tous les jours après ce moment-là. J'ai dû aller voir mon ostéo. Tu t'es fuck up un nerf, genre. Ouais, c'était juste comme tout était débalancé. Wow. Ou même mon Noui au Liban, il blast de la musique dans la rue. Puis les speakers pour les speeches et tout. Ouais. C'est tellement fort. C'est comme on dirait qu'ici, on a comme un plateau de décibels qu'on peut endurer, mais eux autres, c'est comme... Ouais. Puis on dirait que ça allait comme... Ça allait pas percer. Je sais pas comment ça marche, les oreilles, mais on dirait que ça allait comme... Irrité ou whatever. Irrité. Donc, même
quand je retournais travailler à la part 200 après la Révolution, tu sais, je devais porter des bouchons. Surtout que toi, t'as travaillé dans un club. C'est ça qui est drôle en Christ. Donc, j'ai dû acheter des bouchons que maintenant, là, j'y porte plus, on dirait que c'est revenu, mais je devais les porter dans les shows en travaillant tous les soirs. Mais tu sais, il faut tant que tu t'assures, tu sais, il faut que j'aille au physio, j'ai un problème de genou, il faut tant que je m'assure d'être tête. J'ai fait une marche de 115 km dans l'Arctique pour un contrat. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Tu connais la marque des sacs à dos carrés avec le petit renard rouge? Ouais, bro, c'est eux, la marque d'Islande, genre? Reykjavik chose, là. Suède. Ouais, toutes les petites filles au secondaire, ils ont ça. Exact, ça. Fjällräven. Ouais. Donc, en gros, eux autres, via Altitude Sport, m'ont invité à aller en Arctique avec eux autres pour shoot une campagne. C'est où en Arctique, mettons? Ben, l'Arctique, c'est ça. Pour les gens qui écoutent, l'Antarctique, c'est un continent, mais l'Arctique, c'est une zone. C'est des îles, ouais, c'est ça. Donc, tu as une partie de l'Arctique qui est au Canada. Je pense l'Islande, je sais pas s'ils sont là. Le Groenland, for sure. La Norvège, la Finlande. Donc, c'est vraiment comme une zone. Donc, on est allé dans la zone arctique de la Suède. Puis, on est allé au nord de la Suède. Quasiment la toundra. Wow. Puis, le but, c'était de marcher 115 km en 5 jours. Puis, shooter une campagne pendant qu'on marchait. Puis, c'était quelle saison, mettons? C'était fin du mois d'août. Donc, c'était parfait. Il y avait comme pas de neige. C'était comme tout le temps un coucher de soleil, genre? En fait, il pleuvait beaucoup. Ouais, mais je veux dire, le soleil était comment? On avait quand même des nuits. Ok, vous avez des nuits? C'était pas à cette hauteur-là. Ok. Ouais. Mais c'est quand même malade. Puis juste ça, tu sais, j'ai eu comme... On m'a dit 2 semaines avant que je partais, ou 1 semaine avant que je partais. Tu sais, marcher 115... J'ai jamais fait de trekking dans ma vie. Marcher 115 km en 5 jours. En plus de faire la photo, donc tu sais, comme... Tout le monde marche. Fucking 20 km par jour. C'est ça. Puis tout le monde marche comme... Mais moi, tu sais, il faut que je monte sur les collines avec mon backpack, avec plus de gear, pour aller prendre les photos de eux qui marchent, tu sais. Donc, il faut que je sois en avant, en arrière, etc. Donc, ça, mettons, j'habite à côté du stade de Molson, des Alouettes. Je me suis dit, OK, là, il faut que je m'entraîne, j'ai 2 semaines. Je vais prendre un backpack, je le remplis de livres, puis je vais monter les marches du stade. T'habites dans le pire endroit pour habiter pour moi, parce qu'il y a tellement de côtes. Comme chaque fois que je vais fucking Parc Jeanne-Mance / fucking Molson, il y a trop de côtes, man. Ouais, j'habite au pied du Parc Jeanne-Mance. Les étudiants de McGill, ils montent des côtes tout le temps, man. Yo. T'es-tu allé à McGill? Non, à l'UQAM. T'es à l'UQAM? GG, man. Ouais. Yeah, bro. Ok, fait que tout le monde, merci d'être écouté, d'être rendu jusque-là. Tout le monde, ça, c'est le livre Travailleur. Ok, je vais essayer de le mettre. Non, c'est plus pas mal. Merci tellement pour le shout-out. Non. Allez l'acheter. Ok. C'est tellement beau, puis il y a des portraits, puis t'apprends des jobs. Puis regarde, j'ai ouvert une page au hasard. Ça, c'est le cocher qui est le chauffeur de calèche de Montréal. Un job qui n'existe plus. Moi, j'ai pogné le cocher. Let's go. Puis c'est ça, man. C'est fucking beau. Puis c'est un beau cadeau de Noël, un beau cadeau de fin de Ramadan, un beau cadeau de n'importe quoi. T'as-tu, à part ton livre, y a-tu quelque chose que tu peux payer? Man, love will lead the world. Y avait-tu de quoi que t'avais vraiment en tête que tu voulais partager aujourd'hui? Non. C'est good, on a passé à travers. Ouais. T'es satisfait de cette discussion? Ouais. Let's go! Yeah. That's how we do. Les gens viennent ici, il faut que tu sois satisfait, sinon tu pars pas, on reste ici 5 jours. Yeah. OK. Merci beaucoup d'avoir écouté. Abonnez-vous, allez vous abonner à lui, Drowster, partout. Son livre va être en vente, c'est Travailleur. Puis c'est ça, man. Faites les doses, faites les bails. Merci d'avoir écouté. Merci, guys. Puis à la prochaine. Mettez 5 stars sur Apple. Bye. Wow. Done. Let's go. On l'a dead, bro. Yeah. Je te jure, hein, parce que t'es arrivé de tête, puis là, il est 2h50. Fait qu'on a parlé 3 heures. T'es arrivé à 1 heure? Ouais. Non, on a parlé 1h50. Non, on a parlé plus que ça. Oh non, t'es arrivé à 1 heure. Ouais. Oh, je croyais que t'étais arrivé à midi. Non, c'est chez Big. Oh, je pensais que t'étais... Mais c'est ma bad. Non, en fait, on avait parlé 2h50. Chill. J'étais comme, on a parlé longtemps. J'étais comme, tu sais, d'habitude, je suis habitué que ça passe vite. Fait que je suis comme, ça ferait du sens que son histoire de Corée du Nord allait durer 1 heure au complet. Les gens vont rien comprendre, tu vas avoir dit, ça fait 2h35. Eux autres, c'est comme, ça fait 1h35. Ils ont coupé tout ça, on est, Mais, ok, ouais. Togwall.